Webinaire. Donc, je vous remercie d'être aussi nombreux. On est 70 là, juste pour les règles pour que ça se passe bien pour tout le monde. On va vous demander de tous couper votre micro quand vous ne demandez pas, vous ne parlez pas, et de lever la main si vous voulez demander la parole. On aura des temps d'échange de toute façon, notamment en fin de webinaire. Pour lever la main, c'est tout simple. Vous avez en bas à droite, vous avez un petit icône réaction. Et si vous cliquez dessus, vous avez un icône lever la main. Éventuellement aussi, Rémi, si je peux me permettre, ne pas hésiter à poser vos questions sur la discussion. Question, c'est que je ne suis pas, oui, ma famille. Je n'ai pas de voix, oui. Mais en fait, la personne que j'ai rencontrée le plus jour m'a dit. Je ne sais pas qui est sous le nom Adaf, mais il faut bien fermer votre micro, s'il vous plaît. Sébastien, tu peux me la couper? Merci. Donc, pardon. Donc, nous avons souhaité faire ce webinaire pour vous faire un point d'étape, parce que là, on doit s'approprier des nouvelles règles. On a mis en place aussi avec Sébastien, qui est à mi-temps sur l'OCS, et ainsi qu'on va vous présenter notre alternant depuis janvier, Mathias Herberger, qui va se présenter d'ailleurs. Mathias, si tu peux mettre ta caméra et juste te présenter brièvement pour tout le monde. Donc Mathias qui est alternant au sein de l'OCS, et donc qui a comme tuteur Sébastien. Donc Mathias. Bonjour à tous, Mathias. Du coup, je suis étudiant en master à l'université Gustave Eiffel, du coup à Champs-sur-Marne, en management des organisations sportives. Et depuis janvier, je rejoins l'OC Sport du coup en alternance pour mon apprentissage, du coup pour mes années de master, et pour épauler Sébastien dans ses missions. Donc voilà, donc Mathias est votre interlocuteur ainsi que Sébastien, notamment sur l'organisation des jurys, et ça on y reviendra au cours de webinaire, parce que là aussi on évolue un petit peu, on essaie un peu de fluidifier les choses pour que ce soit plus facile et pour vous et pour nous. Donc comme l'ordre du jour est un petit peu chargé, on va peut-être démarrer directement, Sébastien, si ça te va, sur l'actualité de l'OC Sport. Donc pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Rémi Lourdel, vice-président de l'OC Sport, donc au titre du collège salarié. J'excuse Michel Darmonnier qui va nous rejoindre certainement en cours de webinaire, mais qui est le président, lui, de l'OC Sport et qui représente le collège employeur. Michel est arrivé, je crois. D'accord. Bon, Michel, je le démarre quand même. Donc, sur le premier point, on voulait vous faire un point sur la prescription médicale. Donc, pour les CQP qui ont l'option sur prescription médicale, lors du renouvellement de votre règlement. Donc, comme vous le savez, actuellement, on était passé par la CNCP, et donc toutes les options avaient été intégrées au CQP, dans le corps du CQP, en tant qu'option complémentaire. Dans le futur, au moment de votre renouvellement, et comme ça a été le cas pour certains d'entre vous ces derniers mois, on aura deux solutions qui vont s'offrir à vous. Donc, c'est France Compétences qui nous impose d'avoir en fait ces deux possibilités. Donc, soit votre mention complémentaire activité physique et sportive sur prescription médicale fait partie intégrante de votre formation, de votre CQP, donc vous rendez obligatoire. Et là, du coup, elle sera inscrite au RNCP au même titre que votre CQP, mais à l'intérieur de votre règlement. Donc, ce ne sera plus une option, ce sera une filière. En fait, la personne qui ira sur votre CQP sera obligée d'avoir la prescription médicale dans son cursus de formation. Ou soit vous souhaitez garder en option, et à ce moment-là, l'option ne sera pas inscrite au RNCP, elle sera inscrite au répertoire spécifique et accrochée à votre CQP. Donc ça, c'est un choix politique que vous aurez à faire dans votre politique de formation. C'est soit vous le rendez obligatoire et donc c'est inscrit au RNCP, en sachant que si c'est rendu obligatoire et c'est inscrit au RNCP, le ministère des Sports se prononcera sur l'avis sécuritaire. Si ça reste une option, donc ça sera inscrit au répertoire spécifique, attaché à votre CQP qui sera bien sûr RNCP. Et là, le ministère des Sports ne donnera pas d'avis sécuritaire. Donc, c'est deux options qu'il faudra que vous ayez en tête au moment du renouvellement de vos CQP. Pour les CQP, bien sûr, qui avaient cette option, pour les délégataires qui avaient choisi d'inscrire cette option dans leur cursus de formation. Je pense que c'est bon pour ce sujet-là, Sébastien, sauf si tu veux rajouter quelque chose. Non, c'est bon?
Donc, ensuite, un petit point sur la procédure, l'avis sécuritaire du ministère des Sports, parce que vous avez été pas mal de délégataires ces derniers temps, et comme nous, avoir subi cette nouvelle procédure. Donc, la lecture du ministère des Sports sur l'avis sécuritaire n'est pas du tout la même qu'avant la loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel, et notamment sur la réforme, on va dire, de la CPC. Auparavant, l'avis sécuritaire passait en CPC, les partenaires sociaux et les membres de la CPC se prononçaient en fait sur l'avis sécuritaire du CQP, mais ça passait à peu près, ça passait comme une lettre à la poste. Et depuis un peu plus d'un an, donc les CQP ne passent plus en CPC, il n'y a plus que les diplômes d'État qui passent en CPC pour avoir un avis favorable ou défavorable sur l'opportunité de créer ou de renouveler le diplôme. Et la lecture du ministère des Sports est beaucoup plus pointue, beaucoup plus fine et beaucoup plus intrusive, on va dire, dans nos politiques de formation qu'auparavant. Et donc, cette procédure, donc, elle rentre elle se met en place, en fait, après que toute la machinerie au niveau de la branche ait été finie. Donc, il y a eu la lettre d'intention, la validation de la note d'opportunité. Pour rappeler, la validation ensuite du règlement, donc en OCS puis en CPNEF. Si besoin, la signature d'un avenant à la convention collective, pour l'intégrer dans la convention collective s'il y a un changement dans la certification ou si c'est une création. Et ensuite, on passe à l'avis sécuritaire. Et l'avis sécuritaire va être un préalable au dépôt de France Compétences. Donc, il se fait avant que l'on dépose le CQP auprès de France Compétences. Et donc, cet avis sécuritaire, il va se décomposer, les délais vont se décomposer en plusieurs étapes. Donc, à partir du moment où on a déposé le règlement, excusez-moi, vous avez le ministère des Sports à 1 mois pour répondre en fait si le dossier est complet ou non. Donc déjà, vous pouvez avoir un retour. Alors à chaque fois, ça transitera par Sébastien et Mathias qui font objet de boîte aux lettres, en fait, qui font office de boîte aux lettres et qui vous renvoient directement les demandes de compléments qui sont possiblement demandées par le ministère des Sports si le dossier est incomplet. Toutefois, si le dossier est complet, à la suite de cet avis du ministère des Sports qui accuse réception de la bonne complétude du dossier, le ministère des Sports a 2 mois pour rendre un avis favorable, défavorable ou demander des compléments d'information. Les compléments d'information peuvent être potentiellement sur des règlements fédéraux, s'il y a des équivalences entre un règlement fédéral et une partie du CQP. Et le ministère des Sports a une approche très, 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 très pointue sur ces équivalences. Il voit de l'avis sécuritaire, là où nous, on ne voit pas forcément, et vous, délégataires, parfois, vous ne voyez pas forcément d'avis sécuritaire. C'est une vraie problématique, mais là, on n'a pas le choix, malheureusement, on est obligé de se conformer. Suite à ce délai de 2 mois, le ministère des Sports peut demander des complétudes d'informations. On a eu une réunion avec eux la semaine dernière. A priori, vous auriez 1 mois, et ça a confirmé dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, vous auriez 1 mois pour répondre en fait aux demandes du ministère des Sports, les demandes de compléments d'information. Sur le délai d'1 mois passé, si vous n'avez pas répondu, donc encore une fois, Sébastien et Mathias se chargent de faire la boîte aux lettres. Vous aurez dès qu'on a réception de la demande du ministère des Sports, on vous envoie bien sûr les informations. Et vous aurez 1 mois pour y répondre. Si vous n'y répondez pas au bout d'1 mois, il y aurait donc un avis défavorable qui serait émis par le ministère des Sports. Et là, ce qui change, ce qu'on leur a demandé, c'est d'avoir formellement un avis qui soit favorable, un avis défavorable, parce qu'ils ne nous donnent que des avis favorables. Et lorsque le délégataire, donc vous, si vous mettez du temps à répondre, ou si vous n'avez pas compris qu'il fallait forcément répondre, que c'était les injonctions du ministère, etc., le délai court. Il n'y a pas de... là, on a des CQP qui sont quasiment depuis 1 an en instruction au ministère des Sports. Et le but aussi d'avoir ce délai d'1 mois, c'est que le ministère des Sports ne reprenne pas 2 mois de délai ensuite pour réinstruire le dossier, parce qu'ils ont encore bien en tête en fait le CQP, le règlement du CQP, alors que si 6 mois plus tard, vous envoyez les compléments d'information et les services du ministère des Sports sont obligés de refaire une instruction complète du dossier parce qu'ils ne s'en souviennent plus. Alors que s'il y a un délai, plus de délai court en fait, pour lequel vous répondez au ministère des Sports,
plus le ministère des Sports réduira son délai ensuite pour vous répondre. Donc voilà sur ce sujet. Encore une fois, Sébastien. Alors, excusez-moi, je vois qu'il y a des questions dans le fil d'actualité. Donc, est-ce que le ministère motive son avis s'il est défavorable? Alors, ils doivent interroger leur service juridique déjà pour savoir si ils vont bien nous donner un avis formellement défavorable. A priori, de toute façon, l'avis défavorable serait parce que vous n'avez pas répondu à leur demande. Donc, je pense que dans le document qui vous posera les questions en fait, auxquelles il faut répondre, il y a déjà ces éléments-là. Enfin, moi, dans les documents Word que j'ai vus, alors malheureusement, c'est un document Word, ça ne fait pas forcément officiel, donc on n'y prête pas forcément la plus grande attention, mais maintenant, on y portera. Enfin, quand je dis on, je parle de nous tous. Hein. Mais du coup, il y a vraiment des éléments où ils nous disent, par exemple, c'est sur l'expérience des formateurs ou les diplômes des certificateurs, ça va être toutes des choses comme ça. Donc, on a des éléments quand même en ce sens, il me semble, qui motiveraient l'avis défavorable. C'est parce qu'ils ont trouvé que ça, c'était pas conforme que c'est défavorable. Et du coup, Solène, dès lors que l'on a renvoyé les compléments, le ministère dispose d'un mois pour donner son avis. Non, du coup, dès lors qu'on a renvoyé les compléments, encore une fois, c'est plus vous répondez vite, plus le ministère des Sports s'engage aussi à répondre vite dans la mesure de leurs possibilités. Donc, ça peut être là. Ce matin, on était en arbitrage avec le ministère des Sports et un CQP, donc un délégataire. Le ministère des Sports s'est engagé à répondre d'ici la semaine prochaine s'ils avaient les éléments aujourd'hui. Donc, ils peuvent aller très vite. Mais encore une fois, ils nous disent toujours qu'ils sont un peu en sous-effectif et que c'était un peu compliqué. Et alors, pour les délais d'inscription à France Compétences, comme ça, on a eu toute la chaîne de la lettre d'intention au passage à France Compétences. Le délai d'instruction de France Compétences, le délai normal est de 5 mois. Il peut y avoir des délais accélérés, mais on ne peut pas le demander à chaque fois. Donc, il faut avoir, encore une fois, il faut prendre, on va dire, entre la lettre d'intention et le renouvellement formel du CQP, il vaut mieux avoir une marge d'1 an et demi minimum pour avoir de quoi se retourner, on va dire, et de pouvoir faire face à des demandes un peu pointues du ministère des Sports, etc. Sébastien, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur le sujet, comme tu es la cheville ouvrière, ou Mathias, comme vous êtes les chevilles ouvrières à ce niveau-là, au niveau des dossiers et des relations avec le ministère des Sports. Non, c'est bon. Avec le micro, c'est meilleur. Oui, effectivement, au niveau des délais, on fait en sorte d'être le plus réactif possible. Donc, ne pas hésiter. Enfin, surtout, n'oubliez pas de mettre les deux adresses, un secrétariat et l'adresse de Mathias d'une manière systématique, parce que soit l'un et l'autre, on est peut-être pris par des réunions ou même absent pour diverses raisons. Ce qui permettrait une meilleure fluidité. La question des délais de 2 mois en termes d'instruction, le ministère des Sports nous a clairement dit que sur la période d'été, il y aura une certaine forme de trêve, entre guillemets. Ils ne pourront pas instruire dans les 2 mois si on dépose une certification, on va dire, début juillet. En juillet, ouais. Si c'est le cas, en fait, ça sera un délai de 3 mois parce que la période estivale, c'est exceptionnel. On peut comprendre, c'est le moment aussi où tout le monde peut prendre un peu ses congés. Nous-mêmes, dans la branche professionnelle, c'est le moment où on prend nos congés, pour tout vous dire. Alors après, pour répondre à la question de Jacques sur l'obtention de Calliope qui facilite les démarches, non, en fait, c'est des démarches qui sont institutionnalisées et qui ne sont pas en lien direct avec Calliope. Qu'on soit dans le secteur de l'aviation ou du domaine de l'industrie, les délais d'instruction de France Compétences sont les mêmes pour tous les certificateurs. Et après, les délais de la vie sécuritaire dépendent manifestement de la profession réglementée. Et donc, là, le fait de devoir être inscrit à l'annexe 2-1 pour nos certifications. Juste, alors, après, on va passer au sujet suivant, mais a priori, je vois pas les personnes qui lèvent la main, je suis désolé. A priori, il y a Éric Comté qui a levé la main sur la préception médicale.
Alors, on ne va pas pouvoir prendre toutes les questions s'il y en a beaucoup, parce qu'on a un ordre du jour chargé, mais du coup, si Eric Comté veut bien poser sa question, ou alors c'était une fausse manip. Bon, Excusez-moi. c'est bon. Non, après j'avais la réponse dans la suite du discours, donc D'accord. voilà. Bon, c'est qu'on est complet. C'est vrai. Du coup, sur le sujet suivant, France Compétences. Donc, on a eu ces derniers mois aussi des difficultés de renouvellement auprès de France Compétences. On a des difficultés alors, sur les analyses de cohorte. Il est vraiment très, très important que dans votre formation, vous précisiez bien aux stagiaires qu'ils doivent répondre aux questionnaires qui leur seront envoyés aux 6 mois et aux 2 ans. Parce que France Compétences nous fait vraiment très exigeante sur notamment les retours en emploi suite à la formation. Et si les stagiaires ne répondent pas, on n'a pas les éléments pour donner à France Compétences et au niveau du renouvellement, ça bloque énormément. On a la même problématique, alors vous êtes plusieurs à l'avoir expérimenté, hein, pour les CQP qui sont demandés pour pouvoir soit encadrer une activité réglementairement, donc je sais pas, comment dire, si c'est par exemple ouvrir une salle d'activité, il y a un certain CQP qui sont nécessaires pour ouvrir une activité, mais pas forcément pour travailler avec. Et France Compétences, en fait, ne comprend pas cette logique, donc qui est purement réglementaire de la fédération sportive. Pour France Compétences, c'est un certificat de qualification professionnelle, donc qui est bien marqué professionnel. C'est vraiment un diplôme qui doit permettre ensuite de travailler. Donc, quand il y a un taux de retour en emploi à 15 ou 20%, France Compétences nous dit c'est pas possible, on ne peut pas inscrire au NCP ce CQP. Donc, il faut être très vigilant sur la réglementation des fédérations à ce niveau-là, pour pas que le CQP en fait ne serve qu'à pallier à un besoin réglementaire et non à un besoin d'emploi. Parce que France Compétences ne réfléchit qu'en besoin d'emploi. C'est la même façon et là, nous, on est un peu en conflit avec France Compétences et c'est très compliqué. On va encore les re-rencontrer dans les prochaines semaines pour essayer de les sensibiliser. On est dans le cadre d'une profession réglementée. On le sait tous très bien, mais nous, on est dans le sport, donc on le sait, hein, qu'il y a des niches, qu'il y a des spécialisations. Parfois, il y a certains emplois, il y a 5 diplômés par an, mais c'est 5 diplômés qui ont besoin et qui vont encadrer cette activité et pas une activité autre, mais du même délégataire. France Compétences ne comprend pas cette logique. Pour France Compétences, plus la personne a une formation, on va dire, complète, plus la personne sera employable. C'est-à-dire qu'un CQP avec 5 options, France Compétences va demander, par exemple, qu'on le regroupe plutôt en 2 options, ou alors que ce soit qu'il n'y ait pas d'option, que la personne sache faire pour un poste d'animateur, que la personne sache faire. Pour prendre un exemple, on a eu le problème sur l'escrime. France Compétences voulait que le stagiaire puisse encadrer aussi bien du fleuret, du sabre ou de l'épée, alors que c'est pas les mêmes techniques, c'est pas. Donc ça, c'était un cas concret qu'on a eu. On a réussi à le passer, à passer l'écueil, mais ça a été très compliqué. Donc il faut vraiment que les options que vous donnez à vos CQP aient des compétences qui soient totalement différentes. Il faut que le référentiel de compétences soit vraiment propre à la discipline à l'option dont vous donnez la possibilité de se former. S'il y a des compétences qui sont les mêmes, c'est ce qu'on avait par exemple avec le CQP Escrime, ils voyaient en fait les mêmes compétences, sauf que c'était pas la même. Ils ne voyaient pas la technique, mais la technique, on ne le voit pas dans le référentiel de compétences. Et du coup, pour eux, la personne devait pouvoir encadrer les trois armes, alors que c'est comme si on demandait à quelqu'un de faire un CQP, je sais pas, un CQP qui serait multisport, avec une option foot, une option, je dis n'importe quoi, hein, mais une option basket, une option rugby, la personne doit pouvoir encadrer les trois sports parce que les compétences visées sont les mêmes alors que la technique est totalement différente. Et du coup, il faudra aussi, donc là on a revu notre trame de note d'opportunité, on vous demandera vraiment de suivre totalement la trame de note d'opportunité qu'on va vous donner et qui répond normalement exactement aux exigences de France Compétences. Alors, je n'ai pas compris la question de la FFAA.
de Monsieur Diast. Oui, bonjour Rémi. Vous m'entendez, Rémi? Très bien. Très bien. Bonjour Rémi. Merci déjà pour l'organisation et ainsi que l'équipe qui est donc présente. Oui, la question est la suivante. J'ai voulu être concret puisque l'emploi du temps est quand même chargé, la question. Quand vous avez un CQP, il est notifié dans les documents que le porteur de cet examen, de ce diplôme, ne peut pas officier en formation en ce qui concerne les grades Dan supérieurs au premier Dan. Donc ça pose quand même certaines difficultés. Est-ce que vous pouvez confirmer que porteur du CQP, la personne qui l'obtient peut, quand il ouvre un club, donc il peut devenir professionnel de l'association qui l'emploie, est-ce qu'il peut enseigner sur des niveaux de grade supérieurs du premier Dan au tel que deuxième, troisième, en fonction de la formation? Est-ce que je suis clair? Ouais, mais alors là, c'est comme c'est spécifique. Je pense que c'est la même... Non, mais en fait, je pense que c'est la même problématique que ce qu'on a depuis qu'il y a eu la suppression des prérogatives d'exercice dans l'annexe 2-1, où, par exemple, sur un poste d'animateur, là, on est aussi en discussion avec le ministère des Sports parce qu'il y a une confusion sur la possibilité d'encadrer jusqu'au premier niveau de compétition ou pas. Donc, je pense, après, je connais pas votre sport directement, mais je pense que ça rejoint cette problématique. Mais après ça, je pense que c'est une problématique qu'il faut peut-être plus nous souligner par mail et auquel on se renseignera et on pourra peut-être échanger plus, mais juste pour éviter de monopoliser le temps là-dessus. D'accord, très bien. Mais vous n'hésitez pas à nous poser la question par mail Oui, et oui. on se renseignera du coup. Très bien. Merci Rémi pour votre réponse. Ouais, pas de souci. Après, juste pour compléter les propos de Rémi sur la question de France Compétences et les difficultés de renouvellement, hein, les remontées que l'on a sur les certifications qui viennent d'être instruites, disons, dans les 6 derniers mois, font vraiment référence. Alors, Rémi a fait référence à l'analyse de cohorte. Moi, je ferai référence sur l'autre, sur les référentiels d'activité, de compétences et d'évaluation qui sont à améliorer véritablement. Il y a quand même une nécessité de s'approprier les notions véritablement de l'écriture d'une compétence et que ça se greffe par rapport aux exigences de France Compétences. Il y a un certain nombre de nouvelles exigences qui sont liées au référentiel de compétences. Donc après, nous, c'est comme vous, on apprend au cours du fil du temps. Moi, à titre personnel, je ne suis pas ingénieur de formation, mais concrètement, effectivement, s'il y a également un effort à faire, c'est sur ces référentiels-là, parce que véritablement, ça remet en question éventuellement la mise en œuvre de la certification, et donc du coup, ça reprolonge potentiellement soit un ajournement de la certification CQP au niveau de France Compétences ou un refus de France Compétences qui a du mal à appréhender ces référentiels-là tels qu'ils sont écrits dans les règlements. Alors effectivement, nous, on essaye au niveau de l'OC Sport de vous accompagner au maximum. Depuis le début de l'année, depuis janvier, on a mis en place des rencontres régulières avec la cellule d'accompagnement du CNOSF. Alors, je ne sais pas s'ils sont présents, mais en tout cas, on essaie de travailler d'une manière beaucoup plus consensuelle pour pouvoir vous appuyer, vous épauler sur ces écritures-là, puisque c'est véritablement des éléments qui sont primordiaux à appréhender. On vous a rappelé également, au final, les deux principes clairs qui sont demandés soit pour une création ou soit pour un renouvellement d'une certification inscrite au RNCP en ce qui concerne les compétences, et toujours avoir ça en tête. Est-ce que les compétences du CQP répondent-elles véritablement à un besoin identifié sur le marché et également comment ces compétences-là sont utilisées sur le marché du travail et de l'emploi. Et ça, c'est des éléments que, dans certains cas, sont encore un peu comment dire, pas assez étoffé, pas assez argumenté et qui met en difficulté en fait l'instruction de France Compétences par rapport à ça. Après, donc
Voilà ce que j'avais souhaité vous rajouter par rapport à France Compétences. Et après, donc, je vais laisser la main à Michel Larmonier, s'il est là, sur la suite de l'actualité qui concerne en fait le projet des travaux sur la création possible de blocs de transversaux communs. Juste avant que Michel prenne la parole, il y a juste deux questions. En fait, il est facile de comprendre que des disciplines différentes sont difficilement maîtrisables par une seule personne. C'est justement ce qu'on essaie d'expliquer à France Compétences. Alors, on met du temps, ça arrive. Mais encore une fois, on doit les revoir très bientôt, là, dans les prochaines semaines, pour rediscuter de ça. Mais on a bien conscience et on met tout en œuvre justement pour leur faire comprendre. Parfois, ça nous agace un petit peu d'ailleurs. Et pour le retour des questionnaires des cohortes, c'est à vous en fait de sensibiliser vos stagiaires en fait pour leur dire vraiment que c'est obligatoire. De toute façon, s'ils ne répondent pas, après, il y a plus le diplôme ne sera pas renouvelé et il n'y a plus de diplôme. Donc, c'est pas dans leur intérêt non plus en tant que professionnel du secteur d'avoir un secteur qui est en pénurie de diplômés. Donc, il faut vraiment les sensibiliser à ça. Après, on peut pas leur dire si vous répondez pas, on vous retire votre diplôme, mais c'est à vous, en fait, là, on ne peut pas le faire pour vous, on ne peut pas vous donner des solutions pour vous, c'est vous qui donnez la formation. Du coup, Michel, si tu veux... Ok, merci Rémi. Bonjour à tous, donc, je suis Michel Larmonier, je suis président de l'ECS et je représente les employeurs. Voilà. Donc, on souhaitait faire un petit point sur les travaux qu'on a en cours, puisqu'actuellement, on a une étude qui porte sur la création éventuelle de blocs transversaux sur nos CQP. L'idée directrice, c'était de se dire qu'il faudrait regarder dans nos CQP tout ce qui peut être mis en commun et tout ce qui est spécifique. Ce qui nous permettrait d'avoir des blocs de compétences au sens de France Compétences, c'est-à-dire des vrais blocs de compétences qui seraient valables d'un CQP à un autre CQP. Et qui permettrait probablement, en tout cas c'est notre sentiment, de faciliter l'acquisition de nouvelles compétences, d'une nouvelle spécificité et d'augmenter l'employabilité des gens qui font les CQP. Donc on a en gros on a deux études, une première étude qui est en cours et qui fait un point sur les compétences entre guillemets, tout ce qu'on retrouve actuellement dans nos CQP et qui regarde en gros la part commune de ce qu'on valide et des compétences qu'on a dans nos CQP pour essayer d'en faire un ou deux blocs transversaux et puis regarder tout ce qui est la partie spécifique. Donc ça, c'est une étude un peu théorique mise en place. Et il y a une deuxième étude et un deuxième groupe de travail, etc., qui, lui, est en train de regarder comment, à l'occasion du renouvellement d'un CQP qui est assez important en nombre dans notre branche, c'est qu'est le CQP ALS. En gros, le CQP ALS, c'est aujourd'hui, j'ai plus de chiffre en tête, mais mes collègues vous le diront. Le CQP ALS doit être renouvelé en 2022. Et on voudrait se saisir de cette opportunité de renouvellement de ce gros, entre guillemets, CQP en nombre pour regarder comment on peut organiser sa mise en place de ces blocs transversaux. Il y aura ça et probablement qu'on testera aussi sur d'autres CQP la possibilité de mettre en place ces dispositions. Donc, probablement, vous serez sollicité. Il y aura une mise à jour ponctuelle avec vous pour vous dire où on en est, parce que c'est important que vous soyez considérés. L'idée étant de se dire qu'il faut qu'on puisse améliorer encore nos conditions d'employabilité des CQP. Donc voilà, ça c'est un travail qui devrait aboutir dans les mois qui vont venir et qui vous fera l'objet d'une présentation, tout en ayant conscience que cela ne s'imposera pas à tout le monde, bien évidemment, parce que sinon ça serait difficile, mais ça permettra aussi peut-être de regrouper un certain nombre de petits CQP en nombre qui auraient des parties communes qui seraient peut-être plus faciles à travailler et qui permettraient aux structures, les structures les plus petites dans ce sens-là, de pouvoir encore développer les CQP. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Donc, je redonne la main à Rémi, parce que c'est lui qui a dit. Merci Rémi.
Pas de souci. Juste, Riyad, on ne veut certainement pas réinventer les certifications d'État. Hein. On essaie juste en fait que des personnes en fait qui ont un emploi, que des personnes qui souhaitent en fait pouvoir travailler dans le sport puissent y travailler de manière la plus complète possible. Et du coup, de pouvoir aller chercher, en fait, s'il y avait des blocs transversaux entre des CQP, la personne pourrait aller chercher une partie de formation plutôt qu'aller chercher une formation complète. Et ce qui permettrait, en fait, à cette personne de pouvoir aller chercher plus facilement et de manière moins onéreuse, en fait, une autre formation. Mais on ne veut absolument pas copier tout ce qui est BPDE avec leurs UC communes. C'est pas le but d'avoir d'avoir 2 blocs communs et 2 blocs spécifiques. C'est pas, on ne prend absolument pas exemple en fait sur ce qui s'est passé dans les certifications d'État. C'était pas notre but à la base. Et pour Monsieur du coup Gérardin, je suis désolé du coup, peut-être qu'on essaiera de trouver des solutions, hein, mais on peut pas substituer à vous qui êtes organisme de formation. Pour répondre à ça, après, vous êtes à même, vous délégataires, de mettre en œuvre le cahier des charges qui habilite les OF. Rien ne vous empêche de l'imposer dans ce cahier des charges-là. Je travaille, moi, par ailleurs, au même titre que Rémi, dans une autre branche professionnelle, qui est la branche éclat, et c'est ce que la branche fait avec ces CQP-là, c'est-à-dire qu'ils imposent le suivi de cohorte à l'OSOF, et s'ils n'inspectent pas le cahier des charges, eh ben, ils ne sont plus habilités. Donc après, voilà, c'est chaque délégataire est à même à ce jour de gérer ces organismes de formation. Du coup, Cécile, tu m'as coupé l'herbe sous le pied. Oui, en effet, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est pour accroître la mobilité professionnelle des salariés de la branche. Du coup, Sébastien, tu voulais dire autre chose ou alors on passe au... Non. Enfin, voilà, c'était juste pour rappeler qu'effectivement, le sujet de ce webinaire-là, c'est comme vous l'avez bien pressenti depuis plusieurs mois maintenant, il y a un certain nombre de points qui remodèlent au final soit les trames de règlement, les trames de notes d'opportunité ou éventuellement d'autres process. Et au final, à ce jour, on est sur véritablement une mise en conformité des procédures au regard de la loi, donc de l'avenir de la formation professionnelle, et une en particulier sur une nouveauté de la procédure, c'est celle qu'on va vous présenter là, c'est sur la recevabilité de la VAE. Donc là, je vais laisser Rémi expliquer en fait le cadre juridique, et puis après je reprendrai la main pour vous expliquer la partie technique. Et pratique. Parce qu'on essaie d'être pratique aussi pour vous comme pour nous. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment, vous savez tous maintenant que depuis, alors ça va être le 28 octobre 2019, les exigences pour pouvoir déposer un dossier VAE, rendre un dossier VAE recevable, en plus bien sûr d'avoir les prérequis d'entrée en formation pour le CQP classiquement, il fallait justifier il faut justifier depuis en fait de 1607 heures de pratique. Donc, quel que soit le nombre d'années, il faut 1607 heures de pratique. En fait, on s'est rendu compte également qu'on est passé à côté de quelque chose, c'est que le Code du travail prévoit que la recevabilité est donnée par le ministère compétent ou l'organisme certificateur. Sauf que nous, en fait, on vérifiait cette recevabilité au moment où vous vous présentiez en jury final, avec donc ces attestations, les prérequis, les attestations de pratique, et votre avis quant à la qualité en fait du dossier écrit, donc de la deuxième partie, donc c'est la partie qui est normalement rendue par le candidat après qu'il ait eu l'avis de recevabilité positive. Donc la problématique, c'est que c'était vous, délégataires ou vos organismes de formation, qui donnaient cette recevabilité, donc ce qui n'est pas conforme au Code du travail. Et ça nous posait aussi une deuxième problématique, c'est que nous, du coup, on doit être garant que la personne ait fait les 1607 heures, mais on vous donnait en fait, on donnait cette validation en fait trop tard, et potentiellement en fait, si on rejetait un dossier qui avait qui avait moins 1607 heures, alors que vous avez produit un écrit en disant que le dossier était recevable, potentiellement ça aurait des risques juridiques. Donc nous avons voulu remédier à ça et nous
nous mettre en corrélation avec la législation. Donc, nous allons vous proposer une nouvelle façon de faire. Donc, Sébastien le présentera rapidement juste après. Mais pour donner le cadre général, vous nous enverrez en fait à chaque fois que vous recevrez un dossier complet de recevabilité, vous enverrez à la branche en fait ce dossier, et c'est la branche en fait qui produira un écrit qui donnera la recevabilité au candidat. Et du coup, Sébastien, je te donne la main pour montrer techniquement comment ça va se passer. Oui, merci. Donc effectivement, on a essayé de mettre en place une procédure qui, pour nous, va nous paraître un peu lourde, exactement, puisque on doit assumer, comme l'a dit Rémi, notre rôle de certificateur, et ça va passer par plusieurs choses. D'une part, juste pour vous rappeler, hein, c'est que lorsque vous allez recevoir une demande de VAE, elle est faite par vous, un délégataire, et il faut précisément que ce courrier que vous allez recevoir soit notifié avec un reçu ou un tampon ou autre qui indique la date à laquelle vous avez reçu cette demande-là. Et c'est à partir de cette date-là que les délais de 2 mois commencent. Attention, la date du reçu devra être justifiée au niveau de l'attestation de recevabilité. On reprécisera la suite tout à l'heure. Pourquoi? C'est parce que pourquoi? Parce que lors du CERFA, c'est des éléments qu'on doit indiquer. Donc concrètement, vous avez reçu la semaine dernière avec l'invitation, l'attestation proprement parler, qui sera au final un peu une fiche navette entre vous et nous, pour lequel il faudra indiquer l'état civil du candidat, la date de réception donc du dossier, et nous, lorsque Mathias vous précisera ça tout à l'heure, la date à laquelle on a, nous, au CESPOR, reçu votre avis. Il faudra bien entendu regarder tous les prérequis d'entrée en formation qui dépendent de chacun de vos CQP, et de s'assurer que le dossier présente bien des justificatifs d'expérience, et comme l'a dit Rémi, c'est 1607 heures depuis octobre 2019, et que ça soit bien conforme à la législation en vigueur. À ce jour, on parle de 1607 heures, mais c'est la dernière législation. Et par contre, lors de cette attestation de recevabilité, vous allez devoir vous émettre un avis, soit favorable ou défavorable à cette recevabilité. Dans le cas où c'est un avis défavorable, il faudra l'argumenter. À l'issue de tout ça, nous, on examinera en fait le dossier pour que ça rentre dans le cadre des délais de 2 mois. Voilà, j'avais oublié que j'avais indiqué ça. En cas d'avis défavorable, hein, comme je viens de le repréciser, hein, le motif doit être argumenté par le délégataire. Comment ça va fonctionner ce système de navette? En fait, on a mis en place, au même titre que les jurys, en fait, on a réactivé au final le site de la CPNEF pour que ça soit un élément intermédiaire entre vous et nous en termes de mise en œuvre à la fois des jurys et là pour le coup de la recevabilité. Et donc je vais laisser Mathias expliquer ce qu'il a fait sur le site internet. Voilà, donc je vais vous expliquer comment ça se passe pour procéder du coup au dépôt de la recevabilité VAE. Donc déjà, il faut aller sur le site internet du coup qui est écrit juste là, donc juste après le code HTTPS://. Du coup, on vous enverra les slides à la fin pour que vous ayez toutes ces informations-là, pas la peine de noter. Et du coup, une fois que vous serez là-dessus, vous aurez accès à un menu qui s'appelle OC Sport, et là-dedans, vous retrouverez la recevabilité VAE. Juste avant, Sébastien, voilà, il y aura un mot de passe pour accéder à l'onglet, c'est jury CQP. C'est bon, tu peux passer. Merci. Du coup, voici l'onglet recevabilité VAE. Pour vous expliquer rapidement, du coup, dans le nom du délégataire, si je prends un exemple concret, si on prend la fédération de tennis, il faudra écrire du coup dans le nom du délégataire le nom de la fédération directement, donc Fédération française de tennis. L'email, ça correspond à la personne qui est référente par rapport à tout ce qui est VAE. Et du coup, dans le message, vous aurez le nom, le prénom du candidat à remplir et les informations du coup complémentaires. C'est là, du coup, il y a le petit attention en rouge.
les informations complémentaires que vous n'avez pas eu peut-être la place d'écrire autre part et vous voulez mentionner spécialement. Juste en dessous du bouton Envoyer, vous avez l'attestation de recevabilité du dossier. Donc, c'est un document qui est à télécharger. Et juste à droite, vous avez la date de mise à jour du dossier, donc du fichier type. Donc, il faut vraiment faire attention à celle-ci. Et quand on se référera à la date, il faut faire attention que ce soit vraiment la dernière qui, du coup, sera accessible sur le site Internet. Et juste en dessous, vous avez le CERFA aussi qui est à télécharger. Et je rappelle, c'est des documents type en Word. Et quand vous les mettez dans Parcourir pour, du coup, les enregistrer, ça sera en format Word, s'il vous plaît. Comme ça, on pourra les modifier simplement de notre côté. Et du coup, pour le dépôt des pièces justificatives, il y en a certaines qui sont demandées, donc copie scan du reçu du dossier du candidat, le CERFA, qui est le document dans la page juste avant qui était en document type. Donc, vous pouvez télécharger, modifier et ensuite remettre pour envoyer. L'attestation de recevabilité du dossier, du coup, pareil, qui était à télécharger juste avant. Les pièces justifiant les prérequis concernant le CQP et l'ensemble des justificatifs attestant la reconnaissance de l'expérience. Et je rappelle encore une fois, tous les documents sont à déposer en Word. Alors, concrètement, effectivement, ça change un certain nombre d'éléments. Comme l'a reprécisé Rémi tout à l'heure, c'est des éléments qu'on regardait en jury. Forcément, les pièces justificatives des prérequis ne seront plus demandées lors d'un jury plénier puisqu'on les aura analysés par ailleurs. Et donc, lorsque nous, on a réceptionné les éléments, c'est bien la date de réception du mail donc, qui est générée par l'envoi, comme l'a précisé Mathias, qui sera indexée à l'attestation de recevabilité. À partir de là, en fait, l'OC Sport va pouvoir analyser en fait les pièces justificatives. Elle a pris le principe de les analyser soit au niveau d'un jury transversaux, enfin en amont d'un jury transversaux ou d'un jury plénier, et également potentiellement à toute commission paritaire pour lequel des représentants de l'OC Sport et de la CPNF seront présents. Bien entendu, si la procédure n'est non conforme, on ne pourra pas établir l'attestation de recevabilité. Admettons, si on parlait des 1607 heures, s'il n'y a que 800 heures qui sont attestées, on ne pourra pas vous donner l'attestation en format PDF. Et par la suite, à la fois vous allez recevoir, donc cette fiche va être finalisée, mais c'est surtout que vous allez recevoir également la partie du CERFA qui est réservée aux certificateurs concernant la VAE, pour lequel nous on remplira au final les éléments concernant l'avis de l'OC Sport par rapport à ce CERFA. J'espère avoir été à peu près clair. Apparemment, il y a un problème. Il y a un problème de téléchargement du CERFA sur le site. Donc, Mathias, il faudra que tu lui jettes un coup d'œil. On va regarder ça et ça sera mis à jour. Sinon, Parce que dans l'idée, c'est que ça, comme là, il faut absolument que qu'on se mette dans les clous. Le but, c'est qu'on n'a pas voulu vous imposer cette procédure sans vous la présenter. Mais là, c'est dès demain, en fait, dès demain, quand vous recevrez un avis, une demande de recevabilité, il faudra mettre en place cette procédure. Alors, sur les délais minimums du traitement de la recevabilité, je rappelle juste que le délai commence à partir du moment où vous recevez le dossier. Charge à vous d'être très pertinent et rapide pour pouvoir nous le rendre rapidement. Nous, on se donne le principe de répondre rapidement. Alors rapidement, forcément, c'est pas dans la minute ou dans le jour même. On va dire, on se donne un délai d'1 semaine. Et il est clair que si vous envoyez tous les éléments pour la demande de recevabilité 1 semaine avant les 2 mois, il va être assez compliqué pour nous, organismes certificateurs, d'analyser le dossier. Donc effectivement, il y aura la possibilité d'envoyer les dossiers toute l'année. Au même titre, on essaiera d'avoir une permanence à la fois au niveau des partenaires sociaux pour identifier un binôme sur les congés d'été, mais manifestement, j'espère qu'on aura très peu de recevabilité au mois d'août, on va dire ça comme ça.
La recevabilité restera valide combien de temps? Ça, je ne suis pas expert pour pouvoir vous le dire. La recevabilité, elle est valide en fait à vie après. C'est ça aussi qui pose un problème. C'est là, en fait, une fois que la recevabilité est donnée, en fait, après, les personnes peuvent redéposer à chaque fois un livret 2. Leur recevabilité, de toute façon, elle aura été, à partir du moment où ils ont un avis positif, il est valable tant que le diplôme, en fait, il existe. Et on avait Perrine qui a levé la main. Perrine Desmoulins. Bonjour. Bonjour. J'ai plusieurs questions. Là, du coup, on a un certain nombre de personnes qui sont en train de remplir le dossier de recevabilité. Est-ce qu'on peut avoir une période de transition concernant le CERFA? Donc, nous, on a un dossier type qui est décliné du CERFA, mais qui n'est pas celui-ci, hein, qui est un peu plus, qui est logotisé, qui est un peu plus complet en termes de demande. Est-ce qu'il est possible de ne pas demander à toutes ces personnes-là de re-remplir le CERFA classique alors qu'ils ont probablement déjà rempli celui-ci? Ouais, je vais répondre, c'est que la procédure qu'on vous présente là, elle est effective à partir des dossiers que vous allez recevoir demain. En gros, tous les dossiers qui sont en cours d'instruction, on est sur l'ancien modèle et jusqu'à aujourd'hui, la branche du sport assume le fait qu'elle n'est pas dans la conformité de recevabilité de la VE. Mais à partir de demain, on rentre dans le cadre d'une nouvelle procédure. Donc, dès que vous allez recevoir un document de recevabilité, d'une demande de recevabilité par un de vos candidats, ça sera cette procédure qu'on vient de vous présenter qui sera mise en œuvre. D'accord, je parlais vraiment juste sous une souplesse sur le dossier type CERFA, en fait, qui du coup nous est décliné et déjà diffusé dans tout le réseau. Donc, on a des gens qui sont depuis plusieurs mois en train de, 2-3 mois en train de les remplir, quoi. Alors, je reprécise, le CERFA qui est présenté là, c'est une pièce qui est institutionnelle mise en place par le ministère en charge de la formation professionnelle. Nous, on a fait le choix d'utiliser le CERFA qui est utilisé par le ministère en charge de la formation professionnelle. Après, si vous le logotez et autres, on va disons que ce n'est pas le document officiel qui vous est demandé. D'accord. Et du coup, je voudrais juste d'avoir bien compris, l'attestation qui sert un peu de fiche navette, c'est bien le document, quand vous nous le renvoyez, qu'on renvoie également aux personnes. Ce n'est pas une autre attestation qu'on produit derrière. Non. Effectivement, c'est l'attestation qui pourra être donnée ou délivrée au candidat qui atteste bien que le certificateur a donné un avis favorable ou défavorable au dossier de recevabilité. D'accord. Et est-ce qu'on pourra avoir les dates de commission du coup paritaire dans lesquelles ça va être traité pour qu'on puisse nous aussi caler nos commissions pour optimiser le traitement par rapport à vos dates à vous, en fait? Ça, on ne pourra pas vous le dire parce que comme je l'ai précisé, on s'est donné une souplesse pour pouvoir se réunir d'une manière paritaire. Quand je dis paritaire, c'est à la fois un collège employeur et un représentant du collège employeur et un représentant du collège salarié. Disons qu'on se réunit assez souvent. Sur le principe, on a dit que les jurys pléniers et transversaux étaient le moment où on pouvait les instruire, mais rien ne nous empêche de pouvoir statuer sur toutes les commissions paritaires que l'on met en œuvre tout au long des 2 mois en cours de l'instruction. D'accord. Et dernière question. Il y a un certain nombre de délais, sur un mois, je ne sais pas, on se rencontre au minima une fois par semaine. D'accord, ok. Je pensais que c'était une fois dans le mois, c'est pour ça que c'était pour pouvoir. Le délai de 2 mois n'était pas facile à remplir dans ces cas-là. Et justement, concernant cette date, moi j'avais effectivement relu de manière assez précise le texte et l'accusé de réception était à la réception du dossier complet. J'avais noté dans ma tête que c'était bien spécifié complet. Je dis ça parce que du coup, nous on envoie un accusé de réception à partir du moment où le dossier il est complet. S'il manque quelque chose, on n'envoie pas tout de suite cet accusé de réception. C'est bon, c'est ce qu'il faut faire. C'est Michel Larmenier, c'est ce qu'il faut faire, me semble-t-il. Alors on continue comme ça. Je n'ai pas précisé tout à l'heure, je voulais être sûr, on n'envoyait pas automatiquement dès qu'on reçoit le dossier, autrement c'est vrai qu'il peut mettre. À mon avis, c'est le dossier complet. On ne peut donner accusé de réception au candidat que quand on a reçu le dossier complet avec toutes les pièces. Très bien. Merci. Dernière question, juste pour être sûr. Le livret 2, du coup, l'instruction du livret 2, lui, ne bouge pas et il passe toujours en jury plénier tel que c'était le cas jusqu'à présent. C'est ça. Et Très en fait, bien. au niveau de la souplesse qu'on se donne, en fait, c'est juste pour se dire en fait, qu'on peut très bien, nous, la présidence pour être tout à fait complet,
la présidence de l'OCS Sport, on peut se faire un point en fait après ou avant chaque OCS Sport pour traiter les demandes de recevabilité, ou on peut aussi le faire lors d'un jury transversal avec le binôme qui est désigné sur le jury transversal. D'accord. Merci. C'est pour ça qu'on vous donne, en fait, c'est pour ça qu'on vous donne pas de calendrier. En fait, en gros, on peut le faire quasiment 2 fois par an, 2 fois par mois, pardon, pas par an. 2 fois par mois. Après, ça va dépendre, et sauf au mois d'août, parce qu'au mois d'août, c'est vraiment le moment où on n'a pas de commission. Et juste alors, je suis désolé, j'ai juste un nom Moine, je ne sais pas qui est derrière le nom, donc je suis désolé de dire, je vais dire Monsieur Moine du coup, mais je suis même pas sûr. Pour les prochaines sessions d'octobre 2021, les demandes de recevabilité sont traitées. Bah, oui, c'est pas de souci en fait. Ce que vous avez déjà traité, il n'y a pas de problème. C'est pour les dossiers, les demandes de recevabilité que vous recevrez en fait à partir de demain. Et juste pour Sandrine Prinet, donc, qui nous dit est-ce qu'on pourrait avoir une semaine de temps qu'on prenne les OF. Là, je pense qu'il n'y a pas de souci en fait au niveau des OF. Même si vous les prenez demain, qu'à partir de ce jour, ils doivent vous renvoyer, ils doivent vous faire remonter les demandes de recevabilité et vous les transférer à la branche. Il y a pas de, je pense pas qu'il y ait besoin d'un délai d'une semaine. Ça ne va pas changer grand-chose pour les OF. À partir du moment où, à partir de demain, ils reçoivent des dossiers, ils vous les envoient. Et tout ce qu'ils ont reçu jusqu'à aujourd'hui, ils le traitent normalement en espérant qu'ils fassent bien attention 1607 heures et qu'ils ne se trompent pas. Je ne sais pas si ça te convient, Sandrine. Oui, merci. J'avais juste une question, Rémi, du coup, en complément, désolé, je n'arrivais pas à lever la main. Concernant les justificatifs des expériences, parce que du coup, dans le CERFA, ils vont devoir présenter l'ensemble de leur expérience. Quel justificatif vous voulez qu'on vous présente? Il faudrait des attestations. Alors vous, en plus, pour la LS, c'est un peu compliqué parce que vous avez des disciplines où il y a des auto-entrepreneurs. Oui. Donc, on a eu le cas notamment avec un autre délégataire de la LS. Tout ce qui peut justifier, en fait, par exemple, des témoins, des attestations de pratiquants pour les auto-entrepreneurs, là je parle, parce qu'autrement, c'est l'attestation employeur. Employeurs de structure en tout cas, pour tous ceux qui font de l'auto-entrepreneuriat, par exemple, ça va être 2 pratiquants qui disent que pendant toute une période, en fait, ils ont eu des cours. Par exemple, si on a juste les affiches de l'auto-entrepreneur qui précisent qu'il prévoit de faire une séance de 2 heures toutes les semaines pendant 36 semaines, là, on n'a pas d'assurance en fait qu'il les a vraiment faites. Donc, il faut ou alors avoir des factures, avoir tout ce qui peut justifier l'expérience. Donc, avoir des règlements de cours, par exemple. Ça peut être aussi… par contre, c'est pareil aussi, comme pour la LS, par exemple, il faut qu'il y ait au moins 2 personnes. Donc, ça ne peut pas être l'encadrement d'individuel. Il faut que ça soit du collectif. Donc, j'espère avoir répondu à ta question. En fait, et également, par rapport au justificatif, ce n'est pas uniquement que de l'encadrement, que du face-à-face pédagogique. Parce qu'il y a une partie du diplôme qui est sur de l'accueil, qui porte pas sur le face-à-face pédagogique. Donc, il peut y avoir aussi des attestations qui soient un peu autour du face-à-face pédagogique. Même si le cœur de métier, c'est face-à-face pédagogique. Donc, voilà un petit peu, j'espère avoir répondu. Sébastien Milaven qui a levé la main. Bonjour Rémi, bonjour tout le monde. Du coup, la question, elle était sur ce que tu viens juste de dire là, sur les activités. On a déjà beaucoup discuté ensemble. On a déjà beaucoup discuté, mais évidemment, c'est quand même pour avoir un ratio sur ces 1607 heures, parce que c'est vrai que ça change la donne dans l'exercice du métier d'animateur et dans le nombre d'heures à justifier. Auparavant, on était sur 450 ou 400, enfin, je ne sais plus trop. Là, 1607, évidemment, c'est quelles sont les activités qui sont prises en compte. Tu as dit, ce n'est pas que le face-à-face péda. Il y a en effet le temps de préparation, les temps de bilan, etc. Mais dans quelle proportion? Parce que c'est évidemment ça aussi qui peut avoir de l'importance, ou même la participation au fonctionnement de la structure ou ce genre de choses. C'est comment est-ce qu'on peut avoir un peu une forme d'orientation, de position, en tout cas de la branche là-dessus, puisque c'est vous qui devez acter quand même à la fin. Effectivement, Sébastien, pour répondre à ta question, c'est un sujet qu'on a commencé à évoquer à la dernière OC Sport, pour lequel effectivement on est en cours de maturation pour pouvoir essayer à ce que on fasse les choses de la meilleure manière possible, et notamment en lien potentiellement avec ce que fait le ministère des Sports avec ses certifications.
Donc effectivement, toute la partie, on a bien conscience que l'expérience dans notre secteur elle peut prendre en compte toute la partie bénévole, la partie d'accueil, à la fois professionnalisant et un certain nombre d'autres éléments, et on reviendra vers vous sur ce qui peut être entendable et autres. Mais pour autant, c'est vous qui sommes les plus à même, qui êtes les plus à même de pouvoir avoir une vision assez claire de est-ce que l'expérience qui est demandée, enfin qui est ancrée dans les 1607 heures correspond bien à la certification que le candidat souhaite se former. Enfin, tout au moins faire valoir son expérience sur cette formation. Mais il faudra pas. Ouais, vas-y, Donc, je disais, il ne faudra pas hésiter à revenir vers nous. Hein, véritablement, je le reprécise, on essaye d'être le plus réactif pour pouvoir à ce que vos préoccupations soient remontées, le cas échéant, en discussion politique et ou paritaire, pour pouvoir justement faire avancer d'une manière commune nos intérêts concernant les CQP. Et Solène, pour l'histoire des blocs, il faudra déjà que nos CQP soient. Pour l'instant, nos CQP ne sont pas, à part un ou deux, ils ne sont pas découpés en blocs. Tous nos CQP qui ont une phase pédagogique, pour l'instant, qui dépendent de l'annexe 2-1 du Code du sport, ne peuvent pour l'instant pas être découpés en blocs. Donc, la personne ne peut aller chercher qu'un seul. Enfin, il peut aller chercher que son CQP. Après, il peut avoir du coup un CQP partiel. Mais il ne peut pas venir chercher des blocs en tant que tel, contrairement au diplôme d'État où là, ils peuvent aller chercher juste un bloc. Là, ils ne peuvent faire qu'une demande en fait, du CQP complet. Par contre, ils peuvent valider que certaines UC. Mais tant qu'on n'est pas en bloc, ils ne peuvent pas aller chercher, par la VAE, un seul bloc. Après, sur les modalités de mise en œuvre, par exemple sur l'entretien, il y a une question là, il me semble que c'est le taekwondo, effectivement. Sur l'entretien fixé, les durées minimum, les visios possibles, effectivement, c'est des éléments qui sont pertinents. Après, on est toujours enclin justement à faire remonter les bonnes pratiques de chacun, et c'est comme ça qu'on fait avancer nos dossiers. À partir du moment où ça respecte le cadre légal sur la mise en œuvre d'une procédure VAE, toute bonne pratique est bon à faire valoir. Si on continue, parce que le délai, on a d'autres sujets à aborder. Et comme on vous l'a reprécisé, hein, on est vraiment dans une phase de mise en conformité de notre rôle véritablement de certificateur au regard des instances publiques, que ce soit France Compétences, et on le verra tout à l'heure, par rapport à la Caisse des dépôts. On a souhaité revenir vers vous sur le courrier qui a été émis du 10 mars 2021 concernant justement la conformité de nos parchemins par rapport à France Compétences. Et je vais laisser l'expert en parchemin, Mathias, nous expliquer quelles sont les modifications qui ont été apportées sur les parchemins. Sébastien. Du coup, comme disait Sébastien il y a quelques petits instants, pour faire un rappel avec le courrier qu'on a envoyé le 10 mars dernier, on a procédé du coup à une mise en conformité des parchemins qui a été demandée par France Compétences. Et du coup, je vais procéder à une petite présentation rapide, concrète d'un parchemin, comment ils vont être maintenant à partir de très bientôt. Du coup, au niveau du logo, on a fait une demande à France Compétences. Donc, je parle du logo en haut à droite délégataire. On a fait une demande à France Compétences pour faire apparaître le logo du coup des délégataires. Et on est en ce moment en attente de la réponse, mais on peut s'attendre à, s'ils répondent de manière négative, que du coup, on aura plus de logo, mais s'ils répondent positivement, alors du coup, on aura le logo des délégataires en haut à droite du parchemin. En ce qui concerne du coup le reste, il y aura toujours le nom du délégataire, donc en haut à la première ligne. On a décidé d'ajouter le numéro RNCP, qui du coup apparaît désormais sur les parchemins. Le niveau de qualification, du coup, qui est déterminé par France Compétences. Et quand on met 3 petits tirets, parce qu'on a eu plusieurs fois la question par de nombreux délégataires, ça veut dire qu'il n'y a pas de niveau déterminé par France Compétences. Et plutôt que d'écrire aucun ou 100, on préférait que ce soit sur du chiffrage. Du coup, on a laissé les 3 petits tirets, et quand il y a un nombre, ça veut dire qu'il y a un niveau qui a été déterminé par France Compétences. Ensuite, on a ajouté le lieu de naissance.
du coup, qui correspond à la ville ou au pays si c'est en dehors de la France. Donc, par exemple, si c'est aux USA, ça sera précisé le lieu de naissance. Et si c'est une ville, ça sera une ville en France lambda. Et du coup, suivant l'activité, on aura une petite phrase à la fin. Et au niveau des signatures, ça a été décidé que le logo de la présidence de la fédération du coup disparaît pour laisser place à la signature de la présidence de l'OC Sport avec la CPNEF Sport à gauche et le titulaire à droite. Mais merci Mathias. Je vais juste repréciser quelques éléments. Effectivement, c'est la stricte mise en conformité des parchemins qui est demandée par France Compétences. Comme l'a reprécisé Mathias sur le logo du délégataire, c'est à ce jour, on a fait une demande de dérogation pour pouvoir garder ce logo-là. Donc on est toujours dans l'attente d'une réponse de France Compétences sur ce régime dérogatoire. Et comme l'a reprécisé Mathias, en bas, en fait, vu que normalement ne doit apparaître entre guillemets que les logos du certificateur et les signatures du certificateur, la signature du représentant du délégataire qui était le président, entre autres pour une fédération ou autre pour une autre structure, a disparu au profit de la signature de l'OC Sport. Voilà. Et pour ceux qui n'ont pas encore de niveau de qualification, c'est juste en fait ceux qui ont été déposés avant en fait la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel qui a imposé que les diplômes inscrits à la RNCP aient un niveau de qualification. Auparavant, les CQP n'avaient pas de niveau de qualification. Donc ceux qui n'ont pas de niveau de qualification, c'est ceux qui n'ont pas encore été renouvelés et donc qui ont été déposés auprès de sur le RNCP avant la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Donc en gros, d'ici 3 ans, tous les CQP auront un niveau de qualification. Oui. Et après, il y a un régime qui peut permettre éventuellement de ne pas attendre le renouvellement pour identifier le niveau de qualification. Les partenaires sociaux discutent à ce sujet sur ceux qui ont été renouvelés d'une manière très proche avant la nouvelle loi de la formation professionnelle pour pouvoir éventuellement intégrer la mise en œuvre du niveau de qualification avant un renouvellement. Mais sachez que la procédure est assez contraignante. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts d'une manière générale. Ça veut dire que derrière, il faut représenter au final les référentiels de compétences, d'activité et d'évaluation pour que France Compétences statue sur le niveau de qualification qu'elle souhaite mettre en place dans les certifications. Un point qui peut être important, c'est que le niveau de qualification a un régime de rétroactivité sur les certifications. Je vais m'expliquer. Par exemple, la certification Bill Bokeh qui serait passée par au niveau de France Compétences avec un niveau 4. Si c'était dans un cadre d'un renouvellement, le niveau de qualification est éligible aux 4 dernières cohorte de mémoire avant la mise en œuvre du niveau de qualification. Donc, par exemple, si on prend 2021, les certifiés de 2017, 2018, 2019 et 2020 pourraient faire prévaloir le niveau de qualification du CQP. Donc voilà en ce qui concerne les diplômes et les parchemins. Donc, si on continue dans cette logique de mise en conformité, c'est ce que j'en discutais avec certains de vous récemment, c'est qu'on rentre véritablement dans une autre phase au niveau de la formation professionnelle et notamment au niveau de la loi, qui est à la fois, donc voilà, on a été dans une phase de mise en œuvre des nouvelles institutions publiques, que ce soit France Compétences, mais à ce jour, maintenant, on rentre dans une phase de mise en contrôle des procédures concernant la formation professionnelle, et l'une d'entre elles qui va nous impacter assez rapidement, c'est la mise en place d'un système d'accrochage des données
des certifiés au système d'information du compte professionnel de formation qui sera mis en place par la Caisse des dépôts, qui, dès le 1er juillet, la Caisse des dépôts va imposer donc aux certificateurs un certain nombre d'éléments qui vont être en lien avec le certifié pour qu'ils puissent, eux, derrière, faire des contrôles, des croisements avec les organismes de formation qui ont été déposés au niveau de France Compétences et potentiellement le candidat lorsqu'il ou pas utilise son compte CPF. La mise en œuvre en fait de cet accrochage-là, c'est la pure application du décret qui est indiqué ici. Et nous, en tant que certificateur, on a en fait un délai de 3 mois maximum pour rentrer en conformité. Alors, je ne vous cache pas qu'on a eu le cas avec France Compétences, vous savez, en début d'année, où on vous a demandé un recensement de vos OF. Lorsque l'on reçoit un courrier de France Compétences qui nous met entre guillemets en demeure de déposer des organismes de formation, ça fait quand même un petit choc d'une manière générale. C'est là qu'on prend en compte véritablement que c'est des institutions publiques et qui nous imposent à la fois des devoirs et des obligations. Donc là, ça fera partie de ces obligations-là. Alors, à ce jour, qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à ça ? Donc, pas trop de panique, entre guillemets. On va essayer de vous accompagner au mieux. En gros, véritablement, je vous ai mis ça. En fait, ils vont mettre en œuvre un dictionnaire des données pour les certificateurs et donc pour l'ensemble des certifiés sur plusieurs blocs, que ce soit à la fois ce qui va relever de notre cadre, je vous le dirai tout à l'heure, ou ce qui relèvera du certifié d'une manière générale ou de la manière dont il a été certifié et de la manière dont il a potentiellement utilisé son compte CPF dans sa formation. Concrètement, nous, comme on envisage cette modification au niveau des partenaires sociaux, c'est que les conséquences pour les CQP vont être sur une modification assez forte des procès-verbaux, où un certain nombre de modifications seront communes et figées. Ce seront par exemple l'identification du certificateur, donc là c'est assez simple, l'identification du CQP, son numéro RNCP, un certain nombre d'éléments, mais après il y a un certain nombre de modifications qui seront en lien avec le candidat, notamment sur l'identification du titulaire. Tout à l'heure, Mathias faisait référence au lieu de naissance sur les parchemins. Pour la mise en conformité de France Compétences, là, l'identification va potentiellement imposer, par exemple, le code postal du lieu de naissance. Les voies d'accès à la formation et son financement, un certain nombre d'éléments vont devoir être reprécisés, et aussi les modalités d'inscription à la certification. Donc on vous accompagnera dès que possible lorsqu'on aura au final le guide ou je ne sais pas comment dire, en tout cas au moins lorsqu'on aura les décisions figées par la Caisse des dépôts concernant cette nouvelles exigences. Sachez que nous on aura à partir de la deuxième partie du mois de mai une ouverture à une plateforme numérique qui va nous permettre justement de faire l'interaction entre les éléments qui sont demandés et donc par exemple les dépôts des procès-verbaux, on va dire nouvelle génération. Alors tout ça pour vous dire que effectivement ce procédé-là va être mis en place au 1er juillet, en discutant avec la Caisse des dépôts plusieurs fois d'ailleurs avec les responsables. Eux, ils ont considéré que c'était une période propice à un changement, notamment pour les certificateurs. Nous, je ne vous cache pas que le 1er juillet, pour nous, ce n'est pas forcément une période propice, c'est, on va dire, propice à la mise en place de jury. C'est vraiment une période qui est très, très importante en termes de volume de certifiés. Donc, effectivement, je pense qu'on essaiera de respecter ces 3 mois pour pouvoir répondre aux exigences de la Caisse des dépôts.
Dernier point, et donc je fais le lien entre ce que nous impose la Caisse des dépôts et ce que je disais tout à l'heure sur le référencement des OF, et donc je reviens sur ce que je disais tout à l'heure d'une manière plus générale, qui était on rentre véritablement dans une phase de contrôle des organismes publics au regard du rôle des certificateurs. Et juste un petit rappel que le recensement des organismes de formation, c'est une démarche qui est obligatoire, qui est imposée par France Compétences. Donc je sais, vous savez, on vous a un peu embêté en début d'année pour pouvoir nous donner en fait un fichier Excel, organisme paritaire, pour lequel vous deviez identifier les numéros de SIRET des OF que vous aviez habilités. Habilité pour quoi? Habilité pour former et ou habilité pour organiser l'évaluation. Après un premier retour de cette première slide, entre guillemets, certains délégataires déposaient en fait des OF qui avaient des numéros de SIRET qui n'étaient pas à jour ou qui étaient erronés. Et ça, en fait, dès qu'il y a une ligne de numéro de SIRET qui n'est pas, qui ne correspond pas, en fait, le processus est bloqué. Donc, c'est-à-dire que concrètement, si vous déposez 50 OF et qu'il y en a un qui n'est pas conforme vis-à-vis de son numéro de SIRET, c'est l'ensemble des 50 qui ne peut pas être déposé. Donc, quand ça a été le cas avec certains d'entre vous au niveau des délégataires, soit on a fait le choix de les supprimer, soit le délégataire a fait en sorte d'avoir un numéro de SIRET à jour, mais c'est véritablement des exigences qui sont imposées aux certificateurs, parce que France Compétences d'ores et déjà fera les contrôles de savoir si la mise en œuvre en fait d'une formation qui rentre dans le cadre des DOF, par exemple, est-ce que l'OF qui met en place la formation est bien référencé au niveau de France Compétences pour mettre en œuvre le CQP en question. Donc, comment ça marche si vous avez véritablement des nouveaux OF? C'est plutôt dans ce sens-là, parce que si vous en supprimez, à la rigueur, c'est un peu moins important. Il faut d'une manière systématique nous informer en nous renvoyant ce fichier Excel avec l'ensemble, on va dire, des OF qui sont habilités, en rajoutant une ligne sur le nouveau partenaire pour que nous, on puisse pouvoir le déposer au niveau de France Compétences. Voilà les éléments que on voulait vous repréciser par rapport à véritablement ces premiers mois de 2021 sont sur de la conformité assez importante sur donc, qui imposent au final des nouvelles procédures. Alors effectivement, je le conçois, quand on change les choses, alors que au final on a quand même, vous avez instauré des relations un peu particulières avec vos OF et autres, et qu'on impose de nouvelles procédures, ou on impose de nouvelles exigences, c'est des éléments qui sont véritablement pour pouvoir répondre aux besoins des institutions publiques par rapport à nous, au rôle de certificateur. Pour compléter ce que dit Sébastien, ces nouvelles procédures, on peut comprendre que ça peut vous paraître lourd, mais je pense que rapidement, ça va être... c'est comme toute procédure, en fait. À partir du moment où on se met dans le rouage, après, normalement, ça devrait être fluide. Si ces procédures, on vous les impose, parce qu'elles nous sont imposées aussi. Donc, on essaie de se professionnaliser, comme vous le voyez, avec un salarié à mi-temps et un apprenti. C'est vraiment pour se remettre droit être vraiment droit dans ses bottes, et ne pas avoir derrière de recours, parce que c'est toujours quand même dans le milieu de la formation professionnelle, les recours, c'est toujours ce qui inquiète tout le monde, et c'est ce qui peut... il vaut mieux qu'on mette des procédures qui peuvent vous paraître un peu lourdes, mais qu'après, avec le temps, ça se fluidifiera nécessairement, plutôt que d'avoir un recours qui va tous nous impacter et qui ne nous fera pas plaisir du tout, et qui ne nous fera pas forcément de la bonne publicité non plus. Et je voulais juste revenir tout à l'heure par rapport à la recevabilité au niveau des VAE.
En fait, en jury final, vous n'aurez juste à présenter du coup que l'attestation de recevabilité, enfin la copie de l'attestation de recevabilité qu'on aura transmise et l'écrit, parce que de toute façon, comme toujours, il faut que nous, on vérifie, on n'entre pas du tout dans le détail de l'écrit, mais on vérifie bien qu'il y ait eu un écrit, parce que l'exercice, c'est qu'il y ait un écrit. Alors, il peut être soutenu par un oral, mais il faut au moins une base écrite. C'est le travail de la VE. Et votre avis, comme on le fait actuellement. En gros, c'est juste, ça change rien en fait en niveau de processus direct. C'est juste que nous, on fait notre vérification en 2 temps. Mais par contre, il faudra bien qu'on ait l'avis de recevabilité dans le jury final. Parce que ça va être compliqué si à chaque jury transversal, on doit aller rechercher dans nos archives l'avis de recevabilité qu'on a émis. Dans un terme de fluidité, encore une fois, et que chacun puisse optimiser, dans un contexte d'optimisation du temps aussi, parce qu'on sait tous que les jurys, ça nous prend quand même beaucoup de temps, bien nous présenter les 2 pièces pour qu'on n'ait pas à devoir aller rechercher Enfin, c'est comme quand on a des attestations, quand on a une personne en fait qui a une attestation partielle et qui représente son dossier, nous donner l'attestation partielle en copie et non pas qu'on doive aller chercher dans les PV des jurys précédents le nom de la personne pour vérifier qu'on est bien certifié partiellement. Ça nous complexifie énormément les choses si c'est le cas. Et c'est très chronophage. Et je suis désolé si une fédération particulière se sent visée, c'était pas le but. Je sais qu'on a eu des problématiques hier, mais c'était pas le but de pointer une seule fédération. C'est juste pour l'exemple, désolé. Voilà. Donc après, là, on a une demi-heure pour pouvoir répondre à vos questions, en questions diverses. Voilà, n'hésitez pas à revenir sur les éléments qu'on vous a proposés ou d'autres éléments qui vous questionnent, pour lesquels on essaiera soit d'y répondre ou soit d'en débattre paritairement pour pouvoir vous répondre. Cécile de l'UFOLEP. Oui, bonjour tout le monde. Une question par rapport au renouvellement des CQP. Comment le certificateur se positionne au regard des exigences de Calliope? Je pense sur certaines annexes, sur certaines procédures, au positionnement, par rapport au handicap. Qu'est-ce qui est, par rapport à ces 7 critères, est-ce que le certificateur prévoit des procédures ou parce que nous, sur le terrain, effectivement, les OF, ils sont impactés. Oui, je vais tenter de répondre. Effectivement, alors, je ne connais pas forcément toutes les exigences qui sont en lien avec Calliope, mais pour autant, on est en train on a travaillé sur la question urgent, entre guillemets, sur les parchemins, la recevabilité et autres. Et là, on va rentrer un peu plus dans les détails, et notamment sur la réécriture des conventions de délégation. Notamment pour pouvoir essayer, pour pouvoir régulariser en fait nos relations avec cette convention-là, pour pouvoir redéfinir en fait à la fois vos obligations et vos droits en tant que délégataire, et à l'inverse, nos obligations et nos droits en tant que certificateur. C'est des sujets qui sont véritablement en question au niveau des partenaires sociaux, notamment effectivement la question des habilitations des OF. Quand on voit véritablement les exigences qui sont demandées par France Compétences et par la Caisse des dépôts, on peut se demander en droit, est-ce qu'au final on n'imposerait pas à ce que alors, ce que je dis là, c'est juste un exemple. Je ne dis pas que ça soit la décision qu'on emportera, mais est-ce qu'on est en droit d'imposer au final que les OF qui sont habilités pour faire de la formation type CQP répondent aux critères Calliope? C'est des exemples. Effectivement, la question de la mise en œuvre du handicap, c'est entre guillemets une ligne à ce jour, enfin les 2 lignes.
dans un règlement, c'est des choses qu'on doit s'approprier parce que véritablement, comme tu l'as reprécisé Cécile, c'est des éléments pour lesquels les organismes de formation vont pouvoir s'appuyer pour pouvoir justement répondre à certains critères qui sont demandés par Calliope. Et donc c'est en cours de maturation, de réflexion au niveau des partenaires sociaux pour pouvoir justement à la fois renforcer notre rôle de certificateur au regard des nouvelles exigences de la loi de la formation professionnelle et à la fois aussi pour vous sécuriser, vous, en tant que délégataire, sur les relations qu'il peut y avoir avec vos OF et les relations que l'on aura en tant que les relations avec le certificateur, le CESPOR. C'est des choses qui sont en cours de discussion. En espérant avoir répondu à la question. Oui, le sujet est assez vaste, hein. Mais oui, tout à fait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres mains levées, là, a priori. C'est qu'on a été clair. C'est qu'on a été très très clair. Rémi, désolé, Sandrine. Il n'arrive pas à lever la main, c'est vrai. Ouais, je suis désolée. Juste une petite question. Dernièrement, j'ai posé une petite question à Sébastien sur une problématique que j'ai rencontrée au regard du certificat médical qu'on présentait auprès, on va dire, je vais dire DD encore, hein, même si c'est la DDCS pour les demandes de carte professionnelle. Et notamment dans l'intitulé lié à la spécialité, j'ai envie de dire, c'est activité physique. En fait, toutes nos attestations, tous nos certificats médicaux ont été rebootés par la DDCS. Et a priori, en fait, quand on regarde les textes, en effet, le certificat médical ne devrait pas indiquer de spécialité. Et voilà, je voulais juste savoir si c'était un sujet que vous aviez abordé ou c'est voilà. On abordera notre prochain OCS. Parce que le prochain OCS c'est le 17. Donc on abordera à ce moment-là. Effectivement, c'est un sujet qu'on a mis en place. À ce jour, nous, on a profité de nos relations avec Pascal Petrini, pour ne pas le nommer, qui est maintenant à la DDJS de Savoie, justement, pour pouvoir avoir un point de discussion sur la question des certificats médicaux et notamment le fait de ne pas mettre d'une manière concrète la discipline. Et moi, de mon côté, je croiserai aussi, parce que comme j'ai des relations avec maintenant Dragès Île-de-France, je poserai aussi la question. Comme ça, on pourra croiser. Enfin, le problème, en fait, c'est qu'entre les Dragès, il n'y a pas toujours une uniformité. C'est les problématiques de l'étatisation française avec d'avoir cette multiplicité sur le territoire. Chaque territoire a parfois ses règles. Ça a aussi fait l'objet en fait de nos, alors pas sur ce sujet-là, hein, mais sur un sujet plus global. Ça a fait l'objet en fait de nos discussions avec le ministère des Sports pour qu'ils harmonisent mieux en fait la descente d'informations. Parce que le problème, c'est que, enfin, c'est la même chose en fait. En gros, c'était plus par rapport aux formations, au rythme de l'alternance. Il y a été plusieurs aussi à nous poser des questions à ce sujet-là depuis janvier sur comment adapter le rythme de l'alternance avec des structures qui sont fermées. Et donc, le ministère des Sports a dit qu'au cas par cas, donc indique au Dragès qu'au cas par cas, ils peuvent dépasser le seuil de 70% en centre et 30% en structure, sauf que il y a des Dragès en fait qui appliquent la règle stricte et il y en a d'autres en effet qui vont faire des aménagements. Et ça, c'est une problématique sur le territoire. Donc, c'est pas du tout le même sujet, mais c'est la même problématique de fond. C'est que toutes les Dragès n'ont pas les mêmes exigences. Et ça c'est quelque chose qu'on a identifié, malheureusement. Le ministère, la direction des sports, là, par l'intermédiaire de son bureau des certifications, a dit qu'ils allaient refaire des informations sur le sujet. Donc, si on a une problématique là-dessus, si on se rend compte que sur les territoires, il n'y a pas les mêmes exigences, on refera on alertera à nouveau la DS3B pour qu'ils harmonisent et qu'ils nous donnent une tendance claire. Effectivement, lors de la dernière réunion qu'on avait eue avec la direction de la DS3B, récemment, on a interpellé justement sur les erreurs, c'est pas forcément les erreurs, les interprétations diverses que pourraient avoir les DDJS, je parle parce
que c'est le seul terme que je comprends, les diverses interprétations des DDJS, et en fait, ils nous ont demandé de faire remonter en fait ces éléments-là. C'est peut-être la raison pour laquelle, des fois, on vous demandera quels sont les DDJS qui posent problème. L'exemple en date, la DDJS de la Vienne remettait en question le fait que certains certifiés ont eu leur CQP alors que le CQP n'était plus actif au niveau de France Compétences, alors que c'est le Code du travail qu'il définit que toute certification, toute formation qui ont commencé en amont d'un arrêt d'une certification RNCP doivent aller au bout, et les certifiés peuvent prévaloir de leurs droits. Donc voilà, on a fait remonter ces informations-là. Il y a Guillaume qui a posé une question. Enfin, qui va poser une question, pardon. Oui, merci. J'avais deux questions. Une que j'avais posée dans la conversation, mais il y a eu une réponse d'une personne qui m'a interpellé. C'était sur la possibilité de rendre obligatoire en fait l'entretien et voir une mise en situation pédagogique pour la VAE. Aujourd'hui, nous, dans notre texte, c'est l'entretien, il peut être demandé soit par le candidat, soit par le jury. Mais c'est vrai qu'on réfléchissait à cette possibilité de rendre l'entretien ou une mise en situation pédagogique systématique en fait à chaque demande. Je veux savoir si c'était possible ou pas. Après, qui peut plus, peut le moins. Non, mais d'une manière concrète, à partir du moment où, après, c'est un choix du délégataire. Certains délégataires, par exemple, demandent. Nous, on a, d'une manière générale, en fait, l'entretien, par exemple, comme tu l'as précisé, il est soit à la demande du candidat, soit à la demande du délégataire. Mais pour certains délégataires autour de cette visioconférence, c'est une obligation. Donc après, c'est au choix du délégataire de mettre en œuvre, à partir du moment où ça respecte le cadre légal, les dispositifs qu'il souhaite mettre en place. En termes de lourdeur également, de pouvoir assumer derrière toutes les démarches qui doivent être mises en œuvre si, du coup, apparemment, la loi impose l'entretien. Donc voilà, donc comme ça, c'est réglé. Merci Sébastien. Oui, parce que j'ai lu ça comme réponse dans les commentaires d'une personne qui disait que c'était obligatoire depuis fin 2019. Donc, ça veut dire que tous les textes qui sont écrits à partir de fin 2019 doivent obligatoirement systématiser l'entretien. Ben oui. C'est au même titre que la VAE, en fait, avec les fameuses 1607 heures, avec le décret de fin octobre 2019. Même si dans les règlements, c'est écrit pas de la même manière, on se doit de respecter la législation en vigueur. D'accord, merci. J'avais une deuxième question, si c'est possible. C'était sur la note d'opportunité. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il fallait respecter scrupuleusement le format pour être sûr qu'il y ait tout. Par contre, je vous avoue que je suis un peu perdu, j'ai un petit peu de mal à comprendre en fait le fil conducteur en fait dans cette structure, sachant que nous on a création et renouvellement, on doit jouer sur les deux tableaux puisqu'on a plusieurs, on a un CQP qui va se scinder. Du coup, je voulais savoir, parce que j'avais demandé s'il y avait vraiment deux modèles différents, et je n'ai pas tout à fait compris la réponse, parce que en fait le modèle qui a été fourni inclut un peu les deux possibilités. J'essaie de le retrouver. Non, effectivement, alors je ne sais pas si on vous l'a envoyé en fait la dernière trame. Je suis désolé. Est-ce que vous avez reçu en fait la nouvelle trame de note d'opportunité où il y a écrit en rouge demande de France Compétences ou pas? Alors nous, c'est une question collective. Hein. On a reçu, je l'ouvre en même temps là. Alors, en fait, pour moi, c'était un peu confus parce que j'avais l'impression, au début, quand je lisais, j'avais l'impression que c'était plutôt une notice pour l'écrire et pas vraiment un modèle avec une structure type à respecter. Et puis ensuite, on a un début de structure. Sur en deuxième page, on a un début de structure. Par contre, il n'y a rien en rouge. Donc, okay.
Ça s'appelle la note d'opportunité de création d'un CQP sport. Donc pour moi, c'était vraiment uniquement pour les créations et pas pour les renouvellements. Et voilà. Alors, je vais juste, si vous pouvez me permettre 2 secondes pour qu'on parle de la même chose. Est-ce que ça ressemble à ça? Non, il n'y a pas le logo de l'OC Sport en haut. Avec les attentes de France Compétences pour l'ensemble des éléments, les propositions. Alors, si c'est pas fait, c'est que Oui, on l'a reçu. Oui. Donc, si c'était dans les pièces qui accompagnaient la convocation. Ah oui, dans le dernier mail. C'est ça. Oui. Oui, d'accord. Oui. Donc en fait, ça figurait bien avec. Merci, merci beaucoup. Je suis Francisco Diaz, président de la 2F3A. J'avais reconnu ta voix. Donc oui, d'accord. Je suis là. Je n'ai pas le document initial, mais d'accord. Ok. Sur la proposition. Alors attention, c'est bien une proposition de trame d'écriture. On laisse la liberté aux délégataires de faire comme bon lui semble, mais pour autant, c'est comme au patinage artistique, il y a des figures qui sont imposées. Et donc les figures imposées, au final, elles sont écrites en rouge parce que, par exemple, si on prend l'exemple des caractéristiques d'analyse d'emploi professionnel, la question à quel besoin en compétences du marché répond la création ou le renouvellement de la certification, c'est c'est une des questions que nous, en tant que certificateurs, on doit répondre au moment du dépôt de la téléprocédure. Donc, au final, ça nous permet, en gros, concrètement, on fera un copier-coller de ce qui sera écrit en dessous pour pouvoir répondre aux exigences de la téléprocédure. Donc, effectivement, la seule chose qui change véritablement entre une création et un renouvellement, c'est l'analyse du suivi de cohorte, bien entendu. Sur un renouvellement, lorsqu'on est sur une profession réglementée, on n'a pas de promotion à faire prévaloir. Mais pour autant, si on est sur une création, on se doit justement de faire une étude de marché et d'argumenter sur l'opportunité réelle de ce pourquoi on crée la certification. Au final, c'est peut-être le seul élément qui pourrait être différent entre la note d'opportunité d'une création et la note d'opportunité d'un renouvellement. Donc, on a essayé d'être un peu pédagogique, entre guillemets, on a rappelé les éléments du contexte de l'écriture de la note d'opportunité et on vous a fait un petit peu une do-do list au final, si je peux parler ainsi, sur les questions véritablement à se poser au cours de la note de l'opportunité. Donc c'est sur une vingtaine de questions. Pourquoi on crée au final le CQP? Quel est le public visé? Alors potentiellement, certaines questions paraissent potentiellement facile à répondre, d'autres un peu moins, mais pour autant, c'est au final, ce qui va vous permettre de pouvoir articuler au mieux les attendus au niveau des notes d'opportunité. Par exemple, la cohérence avec les correspondances des équivalences entre les certifications professionnelles et éventuellement, le cas échéant, avec les brevets fédéraux, c'est des choses qui doivent se poser. À ce titre, j'en profite quand on parle de brevets fédéraux. Au regard des derniers renouvellements que l'on a déposés au niveau de l'avis sécuritaire et ou du France Compétences, c'est un élément qui est très regardé par le ministère des Sports et qui est très décortiqué. Pas plus tard que ce matin, on était en commission avec le ministère des Sports et un de nos délégataires sur une particularité d'une équivalence avec un brevet fédéral. Je vous mets en alerte, entre guillemets, lorsque vous voulez mettre en place des équivalences avec vos brevets fédéraux, il faut que vos brevets fédéraux soient à minima écrits avec un règlement, avec éventuellement la mise en œuvre des modalités d'évaluation de ce brevet fédéral, quelles sont les compétences qui sont acquises par les titulaires du brevet fédéral. En fait, en d'autres termes, le ministère des Sports analyse et compare au final les référentiels qui sont dans le brevet fédéral et éventuellement l'unité de compétences ou bloc de compétences qui permettent d'avoir une équivalence.
Alors, les partenaires sociaux vous invitent véritablement à bien réfléchir quand vous mettez en place une équivalence, mais on vous conseille, alors je ne vais pas dire fortement parce que je n'aurai pas la présomption, mais tout au moins on vous conseille de plutôt favoriser des allègements de formation lors du positionnement d'un candidat lorsqu'il rentre en formation. Ça vous évitera les écueils que l'on a sur certains de nos CQP qui sont bloqués au niveau de l'avis sécuritaire uniquement pour des équivalences entre brevets fédéraux. Et des fois, c'est même des équivalences qui ne sont pas en lien avec l'avis sécuritaire. Il y avait Dominique Declaude de l'Escrime. Merci pour la réponse. Bonjour, merci beaucoup de me donner la parole et vous venez en partie de répondre à peut-être une question que j'allais vous poser concernant les équivalences. Mais c'était pour vous dire aussi, parce que vous avez fait en début de réunion référence à l'escrime, effectivement avec 3 disciplines, le cheval, l'épée et le sabre, et pour vous dire déjà, pour vous faire savoir que nous réfléchissons à la Fédération française d'escrime et à l'IFFE à une réécriture du CQP plus générique, plus polyvalent, parce qu'il s'ajoute maintenant de nouvelles disciplines, et vous en avez probablement entendu parler, le sabre laser, on va y associer aussi l'escrime artistique, donc en fait on va réécrire des nouvelles exigences qui seront adaptées à ce qui est vraiment attendu pour les intervenants dans nos clubs. Donc voilà, et vous venez très précisément là donc, de donner à l'instant même donc, des précisions qui nous intéressent aussi en disant qu'effectivement, il est préférable aussi d'alléger le cursus de formation pour des gens qui sont déjà titulaires de diplômes fédéraux plutôt que de demander une équivalence où c'était, je crois, assez compliqué. Et d'ailleurs, ça nous a été, je crois, l'année dernière, on ne pouvait plus le faire, quoi. Donc voilà, donc j'ai pris note de ce que vous venez de dire, et c'était aussi pour vous dire que nous réfléchissons à la réécriture de ce CQP pour ce qui concerne l'escrime cette année. Enfin, ce sera pour l'année prochaine, en fait. C'est une très bonne chose. C'est une très très bonne chose. Et du coup, dans le cadre de l'allègement de formation, par contre, en effet, les personnes doivent passer la certification finale quand même. En fait, ils sont allégés de la formation, par contre, ils doivent passer l'épreuve finale. Oui, parce que contrairement à une équivalence où là, par contre, ils n'ont pas à passer l'épreuve. Ce qui nous concerne, il y a les fédéraux qui sont sur nos disciplines. Après, de toute façon, je suppose que si c'est des personnes à qui vous estimez qu'ils ont qui méritent une équivalence, mais vous mettez un allègement de formation, qui sont totalement dans les capacités avec leur brevet fédéral de répondre aux exigences de l'examen final, parce que potentiellement, ils ont déjà passé cette certification dans leur diplôme fédéral, et donc ils n'auront pas de problème particulier pour passer la... Enfin, s'ils avaient des problèmes particuliers pour passer la certification, c'est que de toute façon, ils ne méritaient pas une équivalence. Effectivement, oui, vous avez raison. Merci beaucoup pour toutes vos informations. Il y a une question notamment sur les allègements sont-ils faisables, mais comment les justifier auprès de France Compétences? En fait, France Compétences va analyser les référentiels d'activité, de compétences et d'évaluation. En fait, après, la question des allègements de formation rentre dans le cadre du cahier des charges que vous allez mettre en œuvre avec vos délégataires. Donc notamment sur comment vous concevez en tant que délégataire le positionnement d'un candidat à l'entrée en formation. Et donc c'est bien là où c'est votre rôle de définir au final comment les brevets fédéraux, si vous en avez bien sûr, hein, c'est pas forcément une obligation, peuvent être allégés sur une formation, et comme le reprécise Rémi, ça ne vous exempte pas à ce que le candidat passe la certification. Ouais, merci, la certification à la fin. C'est des éléments importants, hein. Enfin, je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont bien pris conscience on va dire, de la minutie que le ministère des Sports regarde les équivalences possibles avec le brevet fédéral et une équivalence d'un UC. Pourquoi on parle du ministère des Sports? C'est qu'au final, France Compétences a donné, entre guillemets, la main d'un point de vue pratique au ministère des Sports pour analyser ces équivalences-là.
parce que France Compétences n'est pas en mesure de pouvoir analyser qu'un brevet fédéral donne une partie, une équivalence sur un UC. Parce que les brevets fédéraux ne sont pas des certifications professionnelles, donc ils n'ont pas de moyens de comparaison, et eux, ils s'attellent véritablement sur l'instruction d'une certification, à ce que je l'ai reprécisé tout à l'heure, à la fois sur les notes d'opportunité, sur voilà, les compétences, quelles sont à quoi sert véritablement la certification en termes de compétences, à quoi sert demain l'employabilité, et surtout après sur la qualité des référentiels, à la fois d'évaluation, d'activité et de compétences. Et je vous invite fortement à regarder les notices qui sont faites par France Compétences à ces sujets-là d'une manière un peu systématique. Alors peut-être que des fois on les oublie, mais on les envoie au moment venu, lorsque la note d'opportunité a été validée par les partenaires sociaux. On envoie la trame de règlement et éventuellement ces notices-là pour pouvoir vous aider à bien comprendre ce qu'est une compétence par France Compétences. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Conseil, qualité. Alors effectivement, sur la question des référentiels d'évaluation, je passerai sur deux sujets. Sur la qualité des évaluateurs, en fait, la qualité des évaluateurs intéresse un peu plus le ministère des Sports, qui, dans les nouvelles trames, a imposé à ce que le certificateur identifie, donc l'OC Sport avec vous, identifie clairement les qualités attendues de l'ensemble des acteurs qui vont intervenir dans la formation. À la fois, par exemple, le directeur de formation, à la fois le formateur, les évaluateurs, les tuteurs. Tous ces acteurs-là, en fait, sont reprécisés dans les règlements, à la fois au niveau des certifications minimales exigées, et également au niveau des expériences minimales exigées. Donc généralement, on part sur 2 années d'expérience ou 1 année d'expérience, ou un niveau équivalent lorsqu'il y a un niveau sur un CQP, niveau 4 et autres. Enfin, après, c'est vraiment suivant les délégataires ce choix-là, mais la question des qualités des évaluateurs sont reprécisées dans le règlement, et donc du coup, pour répondre à l'avis sécuritaire, et après, bien évidemment, France Compétences regarde les règlements et regarde également l'expertise que nous, enfin pas l'expertise, mais la manière dont on qualifie l'ensemble des acteurs qui interviennent dans la formation. Les conseils, je ne pourrais pas vous les donner comme ça, les conseils d'un référentiel d'évaluation. J'apprends au fil du temps à devenir ingénieur de formation. Mais éventuellement, si ça peut vous intéresser, on peut mettre en place des groupes de travaux entre nous, pour pouvoir réfléchir collectivement à écrire d'une manière la plus facile ces référentiels-là lorsque vous êtes confronté à la réécriture. C'est vrai que c'est pas du tout simple d'appréhender maintenant ces référentiels-là, parce que voilà, c'est identifié avec une codification bien particulière. Chaque mot est chaque mot est analysé et décortiqué, et on parle beaucoup de sémantique en tant que tel. Et un verbe d'action n'est pas un autre. Quand on parle de développer, c'est pas la même chose que construire. Et ces éléments-là vont faire qu'à terme, en fait, France Compétences va identifier donc les compétences attendues dans le référentiel et définir le niveau de certification qui correspond aux compétences de ces référentiels. C'est vraiment un travail, un exercice assez... voilà, il faut s'y connaître, on ne peut plus faire ça comme ça. Donc je vous
vous invite aussi, au même titre, je ne sais toujours pas s'ils sont présents, mais la cellule d'accompagnement du CNESF pour les fédérations qui sont adhérentes au CNESF, de pouvoir vous appuyer sur cette cellule-là. Estelle et Nicolas peuvent être de bon éclairage pour pouvoir vous épauler à ces écritures-là. Ah bah, il y a Estelle qui est là. Si tu veux prendre la parole, il n'y a pas de souci, Estelle. Je fais pas la promotion de la cellule, mais c'est vraiment pour dire qu'il faut vraiment vous appuyer dessus. Parce que c'est vrai qu'il n'y a rien de plus frustrant lorsqu'on dépose un règlement au niveau des partenaires sociaux et notamment au niveau, par exemple, dans un premier temps du binôme instructeur, de se dire, bah, attends, là ça va pas, là ça va pas, ça va pas, et puis au final on a l'impression d'avoir fait le travail de la meilleure manière possible et au final on répond pas aux cases et ça c'est rien de plus frustrant par rapport à ça. Donc essayez d'être accompagné pour pouvoir les écrire. Voilà. Mais je te remercie Benoît pour ce message-là, mais effectivement, rien n'empêche que lorsque on est sur des délégataires qui ont les mêmes périodes de renouvellement, éventuellement d'instituer des petits groupes de travail pour pouvoir réfléchir d'une manière commun à comment toi tu fais pour mettre en place l'écriture du référentiel d'évaluation. Ah bah tiens, tu as écrit ça, moi j'aurais écrit différemment. Enfin, c'est vrai que ça peut être enrichissant. Après, si vous voulez qu'on soit la partie médiane pour pouvoir articuler les choses, pourquoi pas. Je vois encore notre intérêt avec aussi peut-être 2-3 experts, entre guillemets, de délégataires qui sont passés par la moulinette les mois précédents. Parce qu'il y a aussi ce qu'à partir du moment où on sait qu'un règlement a été validé, du coup, il n'y a pas de raison que notre règlement sur le même modèle, entre guillemets, soit pas validé. Enfin, un référentiel, pardon, pas un règlement. Mais je pense que le moment venu, on vous proposera et on proposera aux délégataires précédents de pouvoir y participer aussi pour pouvoir partager son expérience. Je rappelle juste un autre intérêt, c'est que nos certifications, elles passent au mieux au niveau des instances. On a le même intérêt tous. On a le même intérêt. Alors des fois, on peut être un peu casse-bonbon, entre guillemets, d'être très exigeant, et on le sera encore plus demain. Mais c'est dans l'intérêt de tout le monde, parce que c'est vrai que lorsque ça fait toujours mal pour tout le monde quand on a un CQP qui est ajourné. Enfin, le premier en date, c'était l'escrime, et donc ça veut dire que derrière, véritablement, c'est toute une logique de formation potentiellement à repenser dans une dynamique de professionnalisation. C'est vrai que c'est des éléments qui peuvent être traumatisants, entre guillemets, à la fois parce qu'on passe beaucoup de temps, vous passez beaucoup de temps dessus, nous aussi un petit peu, peut-être un peu moins, mais c'est dans l'aspect constructif véritablement, et nous on ne peut que relayer les éléments qui peuvent être les éléments saillants ou les points de tension qui on sait où ça va piocher, où on sait que véritablement le ministère des Sports va dire bah non, là il va y avoir un problème, ou au niveau de France Compétences là il va y avoir un problème. Après, la force que nous on a à branche professionnelle, c'est que à avoir 45 CQP en gestion fait que les interlocuteurs, l'instructrice au final de France Compétences, il n'y a pas une semaine où on ne s'écrit pas par mail. Donc voilà, il y a quand même des liens qui se tissent et qui permettent potentiellement de rectifier le tir avant une désignation, avant une décision ou autre. Là, je vois qu'on arrive au terme de notre webinaire. Est-ce qu'il y aurait encore une dernière question? Après, de toute façon, on est toujours joignable par mail. Cécile, une dernière question. Oui, non, mais j'avais posé une question dans le chat. Est-ce qu'on pouvait avoir quelques précisions sur l'avancée ou un petit retour sur les decks, sur les travaux en cours? Comment ça se passe en quelques phrases? Michel l'a évoqué tout à l'heure, mais de manière assez succincte. Vous nous l'aviez présenté lors de la dernière réunion délégataire. Michel, si tu veux faire un point là-dessus.
Oui, bah, Cécile, j'ai guère beaucoup d'éléments. Il faudrait qu'on vous fasse une présentation complète. Aujourd'hui, on est sur des scénarios possibles et ensuite, il y a une étude qui va être faite pour tester la mise en place de 2 blocs transversaux portant à la fois sur les parcours professionnels et portant à la fois sur les aspects accueil du public, etc. Ça va être testé avec 5 CQP pour voir dans quelle mesure ça peut se mettre en place et puis regarder ce qui restera comme spécifique et éventuellement ce qui restera comme transversal. Donc on en est sur cette partie-là. On a eu un comité de pilotage hier ou avant-hier qui a traité de ça. Donc on a donné des accords sur ces options-là. Après, l'avantage, c'est que les compétences des CQP vont être mises en relation avec l'étude qui est faite actuellement sur la prospective des métiers dans le sport à 5 ans, pour essayer de regarder nos métiers, de regarder effectivement les compétences et les évolutions. Donc voilà, mais je pense que ça mériterait une petite présentation d'une demi-heure à tout le monde et je pense que le moment venu, il faudra qu'on fasse ça. Alors pour que chacun puisse l'aborder, pour que chacun puisse le prendre en compte. Et puis du coup, suivre aussi la façon dont ça va s'organiser sur le CQP-ALS et voir si c'est reproductible pour d'autres CQP. Voilà ce que je peux dire, Cécile. Ok, merci Michel. Il nous reste encore quelques minutes. Il y a la Fédération de moto qui souhaite poser une question sur les cohortes. Donc je vous laisse. J'ai vu que vous étiez plusieurs. Ouais. Donc bonjour, et je suis assez content de mettre un visage sur un nom, des visages sur des noms, quoi. J'avais juste une question par rapport à la note d'opportunité et revenir sur les enquêtes cohortes. Dans votre trame sur cette note d'opportunité, vous préconisez qu'on mette les 2 dernières promotions, 2009 avec une enquête à 6 mois et 2018 avec une enquête donc 2018 avec une enquête à 2 ans. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore le retour, nous, de cette enquête de cohorte pour la note d'opportunité. C'est-à-dire, on n'a que 2017 et 2019. Alors, Sébastien me contredira si je me trompe, mais il me semble que c'est parce qu'en fait, ça, c'est par rapport à France Compétences. Donc, votre note d'opportunité pourra être complétée au moment du dépôt à France Compétences. En fait, vous n'avez pas. C'est bien si vous pouvez avoir, si vous avez les données, c'est bien de les avoir pour la note d'opportunité déposée à la branche, mais la note d'opportunité déposée à France Compétences peut être différente et donc on peut ajouter ces éléments à la note d'opportunité quand on dépose le dossier à France Compétences. Et donc, avec le temps de passage au niveau de la branche, plus le temps de passage au niveau du ministère, il y a au moins 6 mois en fait qui vont se passer avant le dépôt à France Compétences. C'est bien ça, Sébastien? C'est ce qu'on avait déjà discuté. Oui, je comprends bien la problématique de la fédération de moto, parce qu'ils sont en pleine écriture de la note d'opportunité et effectivement, on parle de la promotion 2018. Après, rien ne vous empêche de vous appuyer sur les autres promotions également, enfin 2017, et après de voir si lorsque le XRS aura finalisé la promotion, enfin le retour sur les à 2 ans de la promotion 2018, de pouvoir réadapter la note d'opportunité. Effectivement, comme l'a dit Rémi, on va dire c'est des choses qu'on fait au cas par cas. D'une manière générale, la note d'opportunité qui est évaluée par les partenaires sociaux, on va dire c'est une note d'opportunité qui est à 85%, 90% finalisée, entre guillemets, pour pouvoir répondre à une réflexion politique des partenaires sociaux pour se positionner. Et après, comme l'a dit Rémi, on profite de l'avis sécuritaire pour vraiment réécrire, entre guillemets, la note d'opportunité pour être calé à 100% au niveau de France Compétences. Donc, entre-temps, pour répondre à la Fédération de moto, rien ne vous empêche de pouvoir... alors, je sais que on vous a recalé la note d'opportunité, donc c'est de pouvoir avancer sur ce sujet-là et on ajustera au moment venu pour pouvoir intégrer en fait les données du XRS qui sont identifiées et ce qu'on vous demande véritablement. Ok, pas de souci. Ouais. Alors juste avant de conclure, sur la possibilité de récupérer le webinaire, je pense que j'ai laissé Mathias
s'exprimer? Ou si Mathias, c'est bon, Mathias. Après la question. En fait, on demande. Ah oui, c'est parce que c'est arrivé en message direct et ça n'est pas arrivé pour tout le monde. Où peut-on récupérer le webinaire enregistré? Ça, on l'enverra, oui. Ou alors on le mettra sur le site, on verra. En fait, je pense que avec Mathias, on a réfléchi puisqu'on a eu la même problématique avec l'ancien webinaire du mois de janvier. On va essayer de réfléchir à un espace qu'on va mettre en place au niveau de la CP9, enfin, du site CP9 qui sera en fait réservé webinaire où vous récupérez l'ensemble des éléments à la fois des anciens webinaires, de nouveaux webinaires, les PowerPoint et autres, ce qui va permettre d'avoir au final une sorte de bibliothèque. C'est des choses qui sont dans notre do-do list, si on peut dire ça comme ça. Mais comme vous l'avez bien compris, il y a un certain nombre d'éléments qui sont très politiques et très des procédures à mettre en place qui sont, on va dire, un peu plus prioritaires que de mettre en place cette bibliothèque, mais on s'efforcera véritablement de vous donner les liens pour pouvoir revenir à ces questions Calliope, ces questions du webinaire. Il y avait une question du tir qui me demandait quelque chose, mais j'ai pas eu de retour. La lettre d'intention. Oui, alors effectivement, peut-être pour repréciser tout le monde, la lettre d'intention pour un renouvellement, en fait, c'est les partenaires sociaux n'ont pas de retour à faire sur le délégataire. C'est juste que nous, on acte que le délégataire porte l'intention de renouveler. Ça évite que des fois, il se passe 2-3 ans pour une certification alors qu'elle est déjà échue au niveau de France Compétences et de ne pas avoir au final le choix politique du délégataire. Pour nous, en fait, la lettre d'intention, c'est pour qu'on s'assure que le délégataire a bien compris qu'il doit, pas bien compris, a bien conscience qu'il va rentrer dans une phase de renouvellement et d'écriture de la note d'opportunité. Alors, j'en suis désolé, Elodie, si la Fédération de tir sportif attendait une réponse pour pouvoir se lancer dans la note d'opportunité. Mais non, en fait, je reprécise, la lettre d'intention, c'est juste un acte pour que nous, on puisse s'assurer que le délégataire fasse les choses dans le bon ordre, d'une manière générale, et surtout dans les temps qui nous sont contraints. Et comme l'a reprécisé Rémi par rapport aux délais, les délais qui sont au-delà. Il me semble qu'on a perdu la connexion de Sébastien. Ah. Je vous entends, en tout cas. Bon, Sébastien, t'avais perdu. Pardon. Non, mais c'est pas grave. C'est le télétravail à domicile. Il y a une audioconférence qui se met en place à côté, c'est pour ça. Ouais, non, mais de toute façon, on arrive au bout de notre temps. Donc, pour Laurent, je ne sais pas si c'est la récupération du webinaire. On le fera dans les plus brefs délais, mais compte tenu de nos impératifs également. Et encore une fois, ça fait partie des choses qu'on doit faire. Mais si on a une urgence, on traitera l'urgence avant ça. Mais on va essayer de le faire d'ici 2-3 semaines, on devrait pouvoir trouver des solutions. Alors, je ne sais pas si vous me entendez, mais à partir de la semaine prochaine, Mathias est à 100% en entreprise, donc ce qui va permettre de pouvoir avancer un peu plus rapidement. Et pour le PowerPoint, ça par contre, on peut vous l'envoyer d'ici demain, on peut vous envoyer le PowerPoint, surtout si Mathias est à 100%. Non, ça sera la semaine prochaine, donc là, il est en cours demain et après-demain. Écoutez, je vais conclure, si Michel le veut bien, je vais conclure ce webinaire. Je voudrais déjà tous vous remercier pour être venus. Je pense que le nombre de participants, on était au plus 78, montre l'intérêt de ce format et de ce webinaire. Après, alors, j'en ai pas parlé avec mes partenaires sociaux, mais on était plutôt d'accord au début de la mise en place de ce webinaire, donc c'est quelque chose qu'on pourrait mettre en place un peu plus régulièrement. Par contre, ça n'a pas forcément vocation à remplacer notre séminaire. Quand les conditions le permettront, cela nous fera aussi très plaisir de pouvoir vous revoir dans le format du séminaire et qui est aussi très agréable et où on peut
aussi avoir des échanges informels qui sont toujours très intéressants. Et puis c'est toujours aussi intéressant de pouvoir discuter au moment de moments informels, même entre vous, entre les délégataires. Donc écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Je ne vous souhaite pas un bon retour chez vous parce qu'apparemment on est quasiment tous chez nous. Mais je vous dis du coup à très vite et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions donc, sur les adresses secrétariat de l'OCS et de Mathias. Au niveau de la présidence aussi, vous pouvez nous mettre en copie. Mais de toute façon, Mathias et Sébastien nous transmettent à chaque fois vos questions, donc il n'y a pas de souci. Et on fera en sorte de pouvoir répondre à vos questions de la meilleure manière possible. Et si ça nécessite de toute façon un échange paritaire, on vous en informe. Et puis, c'est à la suite de l'OCS suivant que vous aurez vos réponses. Écoutez, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. J'espère que vous n'avez pas trop de visio encore pour aujourd'hui, parce qu'on a tous un peu ras-le-bol des visios. Et merci à tous pour pour ces échanges très